Voilà, voilà, ça marche. Voilà, donc on avait. Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit plus. Ouais, pourquoi on ne voit pas quand je fais ça? Normalement, réunion, voilà, on est dedans. Et quand je me mets. Non, 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 là, je ne vais pas arrêter. La réunion, pas du tout. Normalement, quand je fais ça, je dois pouvoir voir encore. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? D'habitude, il se met. Là, il y a un petit souci. Déjà, je vais me retourner. Voilà. Là, vous me voyez. Là, j'enregistre. Ah, c'est parce que je fais un micro partagé, c'est juste ça. Voilà. Est-ce que je suis bête? Voilà, et là, on verra. C'est juste. Voilà, il faut que je change. Ah oui, là. Voilà. Voilà. Regardez. Je mets ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je passe en plein écran? On voit toujours ça. Ça va me gêner. Là, il faut que j'épingle. Attendez 2 secondes, il y a toujours un petit paramètre. C'est là qu'il faut que je supprime l'épingle ici. Voilà, normalement, voilà. Voilà, ça, je ne sais pas si je peux le réduire, on s'en fout, mais ça va peut-être bouffer, ça va bouffer 2-3 de tes titres tout à l'heure. Et je n'ai pas su comment l'enlever. Ah, peut-être plus bas. Ouais. Plus bas. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, on va voir. On va voir. Peut-être je bougerai de temps en temps. On voit bien, hein, apparemment. Oui, oui, tu vois bien, mais non, je pense que vous ne voyez pas la barre, vous êtes en train de partager l'écran, vous. Non, mais c'est dans l'enregistrement, peut-être qu'on le verra, je ne sais pas. Mais en tout cas, eux ne le voient pas, donc ça c'est bien. Bon, alors, Andrea et moi, donc, on va maintenant un peu rentrer dans un partage et ouvrir une discussion avec nos 2 orateurs, et puis avec vous, bien sûr. Donc, Andrea va revenir, je ne vais pas déflorer tout là sur les termes de mimésis, modèle, métexis, pourquoi, termes qui pourraient paraître jargonnants si on les met juste comme ça, mais on va essayer de dire un peu ce qu'on entend par là. Je garde pour la suite. Voilà. L'idée de cette réflexion-là, c'est de porter un regard critique sur les modèles qu'on a commencé, alors critique au sens des conditions de possibilité, hein, ce qu'a déjà commencé à faire Franck Varenne ce matin, et même plus que ça. Pour ma part, je vais partager avec vous des réflexions que j'ai eues dans ma propre pratique. Donc là, je vais prendre un peu la place, comment dire, ou plutôt le même type d'exposé ou de regard que Véronique, c'est-à-dire depuis une pratique dans une discipline, on a à un moment donné des phénomènes, on veut les modéliser, et quel type de modèle on rencontre et quel type de rapport à ces modèles-là on engage. Voilà, et moi, en tout cas, ce rapport-là, il s'est problématisé par rapport à la question du temps et de la dynamique. Et donc, je vais parler un peu de ça. Ensuite, je laisserai la parole, mais Andrea pourra me couper la parole à d'autres moments s'il veut. Hein, c'est un peu bicéphale. Mais Andrea qui reprendra et qui ouvrira la discussion sur l'idée de modélisation et puis qui se nourrit d'échanges qu'on a eus, mais que lui-même avait travaillé par ailleurs. On précise que voilà, l'idée, ce n'est pas d'élaborer la bonne manière de modéliser, mais d'essayer de revenir sur le geste de modélisation, même si la question des gestes a été critiquée ce matin de manière intéressante et précise par Franck Varenne. Voilà, on pourra revenir dans ça dans la discussion, justement, je pense. Alors, moi, j'ai appelé ça plonger le modèle dans le temps parce que en fait, c'est ça de ton résumé. Quelque part, j'y ai souvent pensé, mais comme dans ton résumé, tu parlais de la simulation et souvent vu comme une manière de plonger le modèle dans le temps, je vais garder cet élément-là. Et ma présentation, elle se fait depuis, il faut que je remette là, depuis une pratique donc de modélisation. Du moins, après, on voit qu'elle a un peu évolué dans les systèmes que j'appellerais socio-techniques. Dans les moments que tu as présenté, Franck, ce matin, on voyait qu'il y avait différents types de systèmes, les systèmes de début vivant, les plans biologiques plutôt, les systèmes sociaux, l'architecture. Moi, je suis plutôt dans les systèmes sociaux, techniques, parce qu'on a souvent des technologies ou de la conception assistée, des choses comme ça que tu connais bien par ailleurs. Alors, j'ai déjà, donc d'où je parle, donc je suis dans une discipline qui s'intéresse à l'histoire, aux formes des organisations, donc voilà, dans le travail, ça va faire bondir certains.
mais des gens qui travaillent sur l'action collective, qu'est-ce que c'est que l'organiser, d'où je parle. Et puis, j'ai une particularité, c'est que je me suis pas mal intéressé, parce que j'ai commencé mes travaux de thèse à l'école des mines, j'étais dans une équipe qui travaillait sur les activités de conception, et donc j'ai poursuivi ça, un intérêt pour les activités de conception, donc ça recoupe l'ingénierie, l'architecture, le design au sens français, hein, puisque design en anglais dit conception de manière plus générale. Et il se trouve que dans ces domaines-là, il y a des modèles théoriques conceptuels qui prolifèrent depuis les années, fin des années 60, début des années 70, et qui ont recours souvent aux mathématiques pour essayer de décrire les opérations, les structures. Une des plus connues, hein, c'est la General Design Theory, là, qui derrière, qui utilise la topologie principalement. Alors moi, dans cet itinéraire-là, en fait, j'ai déjà présenté un peu ça dans ma multi plusieurs fois, je le dirais, hein, mais j'ai été confronté, là j'ai vraiment voulu simplifier, à des cartes. C'est principalement ce qu'appellent les cartes, c'est des graphes. Ce que j'appelle des capsules, c'est tout ce qui tourne autour des systèmes dynamiques ou des systèmes d'équations différentielles dans lesquels on a pu en parler avec Giuseppe Longo quand il est venu. On présuppose quand même souvent une forme d'encapsulation du changement, au moins des états possibles d'un système. Là, j'ai mis un diagramme de phase. Hein. Ouais, je peux la mettre en haut tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on voit moins bien, tu as raison. Ouais. Et ouais, ça va coller au-dessus. Voilà. Et puis, des simulacres. Alors, les simulacres que j'ai rencontrés, moi, c'est des simulations plutôt computationnelles. Hein. Mais on voit qu'il y en a d'autres. Par exemple, on prend le modèle de la souris, il substitue, c'est des substituts à l'étude du corps humain, et il joue le rôle, quelque part, d'un simulacre vivant. Mais alors, moi, j'ai rencontré. Alors, mon problème, c'était de pouvoir modéliser dans le temps de la conception. Là, j'avais déjà exposé ça il y a quelques années, dans l'ingénierie spatiale, des systèmes orbitaux. Et donc, il y a plusieurs acteurs. Il y a celui qui porte le projet, il y a celui qui va donner les sous, celui qui fait l'ingénierie système, on va intégrer différents instruments, le scientifique qui a besoin de mesures, mais ils sont plusieurs, j'avais dit ça. Et donc, on peut regarder ça comme un système d'acteurs. Je n'appelle pas tout de suite multi-agents, mais là, il y en a qui essaient de modéliser ça avec du système multi-agent. On a plusieurs acteurs qui interagissent, qui vont agir aussi indépendamment par moment. Et moi, j'avais envie d'avoir un modèle de ces choses-là. Dans les graphes, en fait, j'ai fait un exposé dans Mamuffi, c'est un de mes premiers en 2013. Donc, je fête mes 10 ans de Mamuffi cette année. Je suis rentré en 2011 comme spectateur. Mais en 2013, j'avais fait un exposé sur les catégories, les graphes et les systèmes évolutifs à mémoire que je vais évoquer après, après la rencontre avec les travaux d'André Ressman. Et dans lequel j'avais critiqué le problème du graphe réseau. Ce n'est pas que les graphes sont un problème en soi, ils sont là. Mais quand on regarde des dynamiques, quand on regarde des émergences, c'est la question aussi des émergences qui m'intéresse, dans un graphe, quand on voit apparaître, par exemple, quand on fait plusieurs graphes dans le temps, on peut le faire ça, hein, on peut voir apparaître un cluster d'acteurs qui va devenir important dans le réseau et qui va peut-être réguler ou interagir ou prendre un pouvoir sur un réseau d'acteurs, par exemple. C'est beaucoup étudié dans l'analyse des réseaux sociaux à l'aide de théorie des graphes, en sociologie, par exemple. En sociologie de l'innovation, par exemple, c'est utilisé. Le problème, c'est que ce cluster, en fait, il ne peut pas prendre, il n'a pas de statut mathématique en tant que tel dans le réseau. C'est-à-dire qu'on le repère, on dit qu'il y a des liens forts, on peut le caractériser, mais l'objet lui-même n'a pas de statut. Alors, dans une catégorie, on peut, quand elle existe, donner un statut. C'était la notion de colimite de Kahn qu'on a évoqué plein de fois dans Mamuffi, et qu'on peut donner un statut logique mathématique quand elle existe à l'émergence de liens collectifs, pour reprendre une notion que André Ressman a forgée. Et donc ça m'a intéressé. Alors, je sais que ce que j'avais défendu, c'était que ce fait, quelque part mathématique, n'est pas uniquement un problème de description mathématique, mais renvoie à une pensée de la relation particulière, puisque par exemple, Latour, quand il utilise ça, il dit explicitement « la société est plate ». Et lui, il refuse de considérer les institutions, les symboles, et la théorie de l'acteur réseau, justement, de ramener en sociologie tout à des scripts, à des interactions. Et il n'y a pas l'existence de hiérarchie qu'on a évoquée là, il n'y a pas de pensée de ces niveaux. Et ça, c'est quelque chose d'assez volontaire. Donc, en fait, on voit que dans ces systèmes-là, c'est un peu comme il y a eu la discussion ce matin sur l'individualisme méthodologique. On voit que le choix de prendre des graphes, conscient ou non, a quand même un impact sur la manière de décrire les systèmes sociaux, puisque
on ne pourra pas rendre compte de liens collectifs. Par exemple, si l'IRCAM fait un partenariat avec une autre, un cas très un bas banal, hein, avec une autre école, les gens qui sont de Georges Pompidou, c'est pas uniquement, bien sûr, ça va passer par des gens qui vont signer, il y a une existence de ce lien à un niveau symbolique qui n'est pas tout à fait indépendamment du fait que les gens vont partir de l'IRCAM à un moment donné, ce ne sera plus les mêmes, quoi. Et donc ça, ce n'était pas tout à fait visible dans des graphes, même dans une succession de graphes qu'on voudrait relier. D'ailleurs, on aurait du mal à expliciter mathématiquement les liens qu'il y aurait entre une suite de graphes. Dans les capsules, j'ai évoqué toute la question de ces espaces de phase sur lesquels je ne vais pas revenir en m'appesantir là, que je viens d'évoquer en introduction et qui ont été abordés dans les 2 premières journées qu'on a organisées avec Andrea et où on a invité Giuseppe Longo et Alessandro Sarti. Et puis, je vais développer un peu plus dans le temps après, là, puisque je confère à l'exposé de Franck Varenne, c'est que dans ces théories computationnelles qui m'ont beaucoup intéressé, je connais moins pour le coup que Franck, j'ai vraiment apprécié son exposé ce matin pour ça, on a des proches en proches, hein, de pas à pas, avec des états de transition, par exemple, des choses comme ça qui sont très intéressantes, mais où j'ai l'impression, je crois que Franck, tu l'as un peu évoqué, que sur l'émergence, on a ce qu'on appelle les émergences faibles, mais toi, tu t'en contentes et tu dis qu'on peut apprendre beaucoup avec ça, et ça, je ne le conteste pas. Mais j'étais intéressé parce qu'on appelle aussi des émergences fortes, c'est-à-dire ce dont qui ne peut pas être prévisible. C'est la discussion que Longo amène avec la différence entre imprédictible et indéterminé. Et c'est vrai que ce que dit Sarti dans les journées d'avant, les transformations ovidiennes, c'est celle qu'on n'a pas encore là, on n'a pas encore pas prévoir dans un état des connaissances initiales, on ne peut pas les déduire en un coup quelque part. Et ça, ma question, c'était est-ce qu'on peut le caractériser mathématiquement ou pas? Voilà. Donc là, j'ai fait le tour un peu des questions que vous avez. Il se trouve que, à mesure que j'ai progressé, j'ai rencontré les travaux d'André, et je me suis rendu compte que, tout bête, oui, c'est fait exprès, il y avait quelque chose autour de la notion de temps, en fait, là-dedans. Et là, je vais vous présenter en fait une manière idéale typique. Hein, donc, ça va évidemment que tout modèle, et on l'a vu ce matin, je trouve que c'était très intéressant dans l'exposé de Franck et qu'on a revu aussi dans l'exposé de Véronique cet après-midi, c'est que quand on parle de modèle, il y a un S, mais on a dit un S. Aujourd'hui, dans les pratiques, souvent, même en météo, d'ailleurs, c'est même plus toujours qu'est-ce qu'un nouveau modèle ou sous-modèle apporte comme valeur vraiment de prédiction, on a du mal à le mesurer. Vraiment, il y a de modèles, en météo, c'est le cas. En biologie, je ne sais pas, mais en météo, c'est le cas. Ils ne savent pas bien maîtriser. Il y a énormément de modèles qui cohabitent avec des hypothèses ontologiques, ce que disait Franck ce matin, très différentes, des niveaux de granularité, d'échelles complètement différentes. Et ça, bon, ça, c'est la situation, on va dire, irréelle des modèles. Là, je vais prendre quelque chose d'assez idéaltypique pour plutôt problématiser le rapport au temps. Et si on regarde tout bêtement par rapport à ça, on peut se dire qu'il y a 4 situations un peu idéaltypiques. C'est des modèles qui, au présent, imaginent que des paramètres qu'on aurait organisés permettent d'avoir la prédiction. Souvent, d'ailleurs, ils répondent à des modèles plutôt rétrospectifs qu'on retrouve en géographie, par exemple, quand on veut reconstituer, cet exemple que tu as donné, quelque chose qui a eu lieu, et on cherche des indices matériels pour réorganiser dans un modèle quelque chose et on pourrait le retrouver, le reproduire. C'est très différent comme approche et le temps, on verra, ne joue pas le même rôle, pas tout à fait pareil en fait, dans les modèles expérimentaux où on s'intéresse au temps réel. Et c'est où là on va trouver l'idée de plonger un modèle dans un temps réel. Et là, il y a 2 possibilités. Hein. Soit il est simulé, on verra, soit il est lui-même vivant, c'est le modèle organisme. Et je dis tout de suite que là, j'écarte une situation très particulière, mais qui est pour autant très intéressante, c'est celle dans laquelle le présent n'est pas celui d'un instant ou d'un moment, mais celui de la permanence de l'éternité, qui pour moi renverrait au modèle logique dans la théorie des modèles, où là, le temps n'intervient pas. C'est pas qu'on peut avoir des modèles analytiques, par exemple, dans lesquels une théorie analytique est exprimée, on peut travailler dedans, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que quand on fait la théorie des modèles, il n'y a pas de temps qui intervient. Et on a eu ce débat-là avec François quand on avait présenté à la fois le forcing. Je te disais, mais oui, là, quand tu fais les conditions, quand on étend un modèle qui met des conditions, tu regardes avant, après, tu es obligé de bouger, tu dis oui, mais ça, c'est l'ontologue, c'est le mathématicien qui le fait. Enfin, et donc, on a vu un débat sur la place du temps quand on est dans des espaces, c'est pas le bon mot, c'est pas peut-être la confusion, dans des domaines où on est sur la logique. La logique manipule des symboles qui sont censés être en gros permanents, identiques à eux-mêmes. C'est un principe d'identité, un des principes de base de la logique.
Si je dis P et Q impliquent Q et R, je ne sais pas quoi, bah, P et Q, P ne va pas changer, bouger au moment où je le manipule. Il est censé rester lui-même. Ça, là-dessus, celui qui a beaucoup travaillé et qui critique et qui essaie d'amener quelque chose de plus dynamique, c'est Jean-Yves Gérard. Donc, il a travaillé vers la perfection, l'imperfection, le temps parfait, imparfait. On peut prendre A jusqu'où, combien de temps. Il essaie d'amener dans la logique quelque chose qui est de l'ordre de, justement, qui n'est pas éternel, on ne peut pas tout prendre tout le temps, à tout moment. Je simplifie, bien évidemment. Là. Donc ça, celui-là, je ne vais pas le traiter là, mais il est intéressant et on en a d'ailleurs parlé au déjeuner, mais il renverrait peut-être à des débats dans la discussion finale et je ne veux pas les préempter. Je vais regarder plutôt ce duo, c'est-à-dire ceux qui se positionnent dans un temps tel qu'on le connaît ou tel qu'on manipule, et je verrai d'ailleurs ce que ça peut poser comme difficulté. Donc déjà, on voit qu'il y a des modèles. Est-ce que ce que j'avais moi à modéliser quand j'ai exprimé mes besoins au début, est-ce que c'est des évolutions? Voilà. Sur les évolutions, généralement, les deux types de modèles qu'on voit, c'est soit des modèles un peu qualitatifs qui vont essayer de retrouver un temps plutôt celui de Bergson de la durée, où on a un changement dans la qualité et qui vont critiquer l'approche paramétrique du temps, linéaire, même s'ils vont forcément quand même dans le temps dater. Et la datation, ce n'est pas tout à fait la même chose que de prendre le paramètre, il n'intervient pas de la même manière. Et on a des travaux où l'idée, c'est de reproduire un modèle qui a été là, qui était là, enfin, un événement ou un phénomène à différentes temporalités. Voilà. On a des modèles plutôt prospectifs où là, ce qui domine, mais il peut y avoir des choses plus différentes, plus hybrides, c'est le temps horloge, c'est-à-dire le temps comme une variable. Donc, d'ailleurs, je précise que sur le temps, je n'ignore pas que Manufi, Valérie François, avait participé à un livre, Produire le temps, que j'ai, qui est très intéressant, qui discute de ces différentes représentations du temps. Il y a un chapitre sur la lignée, le temps de la lignée, la spirale, la droite, qui est assez intéressante, qu'on trouve chez Tim Ingold, l'anthropologue aussi, dans l'histoire des lignes. Enfin, c'est des choses qui ont été discutées, qui sont assez intéressantes. Dans la vision du temps des modèles prospectifs, à base souvent d'extrapolation, qui vont utiliser donc des équations différentielles, on va dériver par rapport au temps, le temps à certains paramètres. Donc, il indexe le changement, mais on ne peut pas dire qu'il soit porteur du changement. C'est ça un peu que je différencierai les deux. De l'autre côté, on essaie de prendre un temps qui porte un changement dans la qualité. Mais en revanche, il y a une tension et on a peu de modèles qui intègrent vraiment les deux. On pourrait dire que la morphodynamique, quelque part, essaye, est une proposition pour intégrer les deux. Puisqu'ils essayent d'avoir des catastrophes, ça tend à essayer de faire ça. Alors maintenant, juste pour revenir pour ce que je vous détaillais, les modèles expérimentaux. Donc là, ça renvoie un peu à ce qu'on a vu ce matin, c'est la partie de gauche, et à ce qu'on a vu en début d'après-midi avec Véronique, la partie de droite, même si elle a montré des liens entre les deux. Là, l'idée quand même, dans un modèle expérimental, ce qu'on essaie d'avoir, c'est de plonger le modèle dans le temps. Mais alors, de quelle manière et de quel temps on parle? Le temps, en fait, il reste un petit peu le même que ce qu'on a vu. C'est-à-dire que ça reste un paramètre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la simulation computationnelle, qu'on a vu notamment ce matin, le temps, il intervient surtout pour indexer un changement qui a lieu. Mais il n'est pas lui-même porteur d'un changement. Là où ça devient un peu limite, et ce que j'appellerais un niveau critique, c'est ce que tu appelles le bruit blanc. Quand la simulation elle-même rajoute et ramène des éléments peut-être qui n'étaient pas initialement prévus dans les hypothèses d'un calcul qui serait complètement hors temps analytique écrit dans un système de symboles où n'intervient pas le déroulement de l'action. Alors que dans les simulations que tu as présentées, le déroulement de l'action lui-même ajoutait de l'information à ce qui se passait et donnait d'ailleurs des points plus proches des données expérimentales. Mais on est quand même sur ce que j'ai mis, alors elles sont explicites et des émergences que j'appelle faibles, c'est-à-dire que je ne pense pas, mais peut-être je me trompe dans ce que tu as présenté, que dans ce type de simulation-là arrivent des transformations qui n'avaient jamais été prévues, appréhendées ou qui ne pouvaient pas être imaginées avec le système d'axiome, c'est peut-être un peu fort, mais d'hypothèse initiale. Là, peut-être tu pourras nous… Disons que ce n'est pas codé, non? C'est pas codé. Donc, ce n'est pas codé par le programme lui-même. C'est ça, par le programme. Observer un pattern qui est commodément conceptualisable. C'est ça, c'est ça. Mais qui est conceptualisable quand même. Oui, qui peut être conceptualisable même après. Par ailleurs, ce que je peux ajouter, enfin, je parle, ce qu'on appelle aussi la simulation à événement multiple. J'avais évoqué ce point dans le modèle à simulation informatique. On peut considérer, j'ai bien aimé cette idée de produire le temps, et je regarderai ce travail. En fait, on peut considérer que tu as deux types de simulations confiées à agent. Soit tu as des simulations gérées par horloge,
avec un échéancier, c'est-à-dire que c'est l'horloge en fait qui est Dieu et qui bat le temps. Et après, à chaque séquence, on demande si un événement va avoir lieu, soit tu as une simulation gérée par événement. Et là, c'est intéressant parce que c'est anti-kantien. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que ce soit le schématique, c'est-à-dire c'est à l'intérieur du temps que je montre une règle qui elle est constante, qui va construire une forme, etc. Donc, j'avais montré que c'était anti-schématique, ça produisait du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui prime, c'est la séquence des événements. Donc, il y a le côté séquentiel et qui peut être complètement discret. Et après, si tu as besoin de temps continu, ben, tu peux, ad libitum, construire du temps a posteriori en disant, bon, ben, tu sais donc passer 15 secondes entre cet événement-là et cet événement-ci. Et tu produis le temps comme une sortie de ton modèle. Et du coup, ton modèle n'est pas indexé par temps. Mais je suis d'accord avec toi, globalement, c'est quand même le temps, je dirais, comme dans son écoulement objectif. Ouais. Je ne connais pas les autres, ça m'intéresse. Par exemple, les travaux de David Hill, c'est la simulation événement distrait, DELS, Discrete Event System, en écologie computationnelle des années 90. Il montre que tu as deux choix en fait, à faire. Soit tu fais la simulation pilotée par horloge, c'est en fait la simulation numérique classique, mais simplement appliquée à des agents. Soit tu mets tellement l'accent sur les méthodes au sens de la programmation orientée objet que ce qui compte, c'est justement les interactions entre les éléments. Et après le temps que ça va prendre est juste une variable de plus sortie de leur interaction. D'accord, très bien. Ben, ça va m'intéresser beaucoup. Mais globalement, je pense que par la simulation, c'est presque juste compris tout ça, tu peux réécrire ça. Ça permet de gagner du temps, en fait, en termes de nombre d'étapes de computation. Et donc, les informaticiens, pas du tout de considération des physiques, disent ça permet de gagner, au lieu de regarder les tas de moments où il ne se passe rien computationnel, parce que voilà, ça permet de traquer les moments où il y a de l'activité, et du coup, tu diminues le nombre d'étapes computationnelles et tu diminues la complexité algorithmique de ton bazar. C'est ça qui les intéresse. Et ce n'est pas des considérations. Mais le temps, la qualité du temps, elle est un temps homogène, objectif. C'est un battement que tu peux. Oui, voilà. Non, mais c'est intéressant. J'ai noté. J'irai voir et puis ça donnera des lieux de discussion pour la suite. Si je peux me permettre de faire une réflexion, je pense qu'on peut aussi voir le temps différemment entre le temps chronologique et le temps biologique. Parce qu'en biologie, on a une accélération du temps avec le vieillissement, en quelque sorte. Donc, j'y viens à ça. D'accord, ok, super. Non, mais là, c'est ce que tu parles, c'est le temps justement comme changement dans la qualité et le vieillissement. Je vais y venir un peu à ces aspects-là. Mais justement, dans le vivant, si tu prends tes modèles initiaux, là, ce qu'on appelle des organismes modèles, c'est pas un modèle artificiel. On prend la souris est un organisme modèle pour l'humain. Et donc, dans ces cas-là, on peut, c'est un sens très loin enfin, de la simulation, mais c'est quand même une sorte de substitut à l'étude de l'humain par la souris, qui est un vrai modèle vivant, pour le coup, dans lequel il peut y avoir là des émergences fortes, non prévues. Et justement, l'intérêt d'observer le vivant, ça a souvent été de dépasser les théories qu'on avait existantes. C'était tout le débat sur les approches observationnelles versus d'autres types d'approches plus expérimentales qui mesurent avec des paramètres donnés à l'avance. Mais dans ces cas-là, quand on est là, on a ce que Véronique a un peu évoqué quand même dans son exposé, c'est qu'elle voit, elle comprend des propriétés du vivant, des choses qui peuvent être surprenantes, et elle a du mal, du moins elle a cherché dans sa carrière, et elle a progressé de ce que j'ai entendu en passant d'ODE à SMA et à ce qu'elle fait aujourd'hui avec Dominique. On voit qu'il y a l'idée d'aller essayer d'attraper des propriétés qui, dans les modèles classiques mathématiques, ne sont pas toujours préservées. Et donc, le modèle computationnel, lui, il arrive à avoir une formalisation des émergences, mais, et on la met dans le temps, et donc on le voit, on le prend dans le devenir, de ce qui se passe du système explicite, mais jusqu'ici, c'est plutôt des émergences dites faibles. On n'a pas les transformations ovidiennes d'Alessandro Sarti. Et puis, dans le modèle vivant, on peut en avoir, mais on n'a pas de description explicite ou formalisée. Ou alors, quand on veut en avoir, on revient sur le problème de gauche. Voilà. Donc, face à ça, moi, face à ces problèmes-là, je me suis posé la question de est-ce qu'on peut dépasser ces situations un peu, je ne vais pas les appeler classiques parce qu'elles évoluent et que voilà, elles sont peut-être plus complexes. Et encore une fois, c'est idéal typique.
je me suis demandé si on pouvait avoir dans les mathématiques une articulation un peu plus approfondie du temps et de la durée, d'avoir un statut. Parce que quand ça existe, souvent c'est plutôt bricolé, ce que j'ai pu voir en tout cas de moi où il y a une dominante forte du temps, voilà, paramètre sur le temps de la qualité ou du changement. Et est-ce qu'on peut essayer de caractériser ces émergences fortes, c'est-à-dire ce que Popper appelle le change in the condition of change, le changement dans les conditions du changement. Et ça, en fait, ça m'a amené, et j'avais en fait au début même pas vraiment conscience, à faire depuis 2012-2013 dans ma MUFI, un travail avec André qui, elle, avait une proposition tout à fait bien avant notre rencontre, puisque elle commence à publier, je crois, si je ne me trompe pas, mais elle sera là pour corriger, dans les années 80 avec Jean-Paul Van Brommersch, sur des systèmes évolutifs, puis des systèmes évolutifs hiérarchiques. La hiérarchie va intervenir de manière décisive, puis les systèmes évolutifs hiérarchiques, mais à mémoire. Donc la mémoire elle-même sera une approche très importante pour essayer de comprendre ces problèmes de multiples temporalités et puis d'émergence forte. Donc là, c'était les premiers exposés. Il y en a eu d'autres. Regardez, j'ai beaucoup pollué ma MUFI avec François n'en pouvait plus. J'ai fait une petite pause. Regarde, après 2017, on en voit moins. J'en ai parlé, mais moins. Et donc, ça commence en 2013, puis 2015, 2015, il y en a eu deux même, 2017. Et dans tous ces travaux, l'idée, c'était de s'interroger sur l'apport de cette théorie des systèmes évolutifs à mémoire, donc qui repose sur la théorie des catégories, mais qui l'utilise et qui l'enrichit, en fait, de nouvelles notions, d'ailleurs, pour les problèmes que je vous ai évoqués. Et en fait, déjà, on voit qu'on n'est pas dans la même logique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un temps linéaire décrit, est-ce qu'on prend la qualité de changement ou quoi. On s'intéresse à la dynamique de transformation. C'est-à-dire qu'on va appréhender le fait que justement, entre une situation 1 et une situation 2, il y a des opérations de transformation. Et il peut y avoir, tout le temps, des changements dans les conditions même du changement. Apparition de nouveaux paramètres, disparition de paramètres, si je le traduis pour une simulation. Alors, la question, c'est comment, parce que là, du coup, on a des lignes de temps qui s'enchaînent. Je mets passé 1, présent 1, futur 1. Ce n'est pas que le passé 1 n'est plus du tout le passé 2. Et c'est que dans une situation 2, on a accès éventuellement à un passé qui est plus tout à fait le même, étant donné les nouvelles conditions qu'on a dans la situation 2, que celui qui était dans la situation 1. Et dans le futur 2, ou à T plus 1, voilà, on peut avoir aussi accès à des possibles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Typiquement, si je prends une plante, quand on a vu le modèle, je vais vous donner la parole à Philippe, mais la plante, elle a dès le début de devenir, le bourgeon, il devient ce qu'on connaît par la suite. Il ne va pas se transformer en aigle. En gros. Je ne dis pas que ça va s'arriver dans la vie, mais on avait des transformations avec Longo, quand il nous a présenté, moi j'étais fasciné, des os qui étaient cassés, des dents en fait, qui ne savaient plus rien, qui après viennent des os, qui après forment les oreilles. Bon, c'était peut-être pas prévu initialement. Il y a des évolutions comme ça qui ont été présentées par Longo. C'est assez intéressant. Oui, Philippe. C'est en commun d'objecter à personne, de l'opposition entre le temps vécu et le temps rationnel de l'espace, de la chronométrie. En spatialisé. Ouais. En fait, c'est une opposition qui est datée de la fin du 19e siècle, oui. du début du 20e siècle, oui. Et qui a été très remis en cause par la philosophie aussi, quelques temps après, avec des penseurs comme postmodernes et compagnie, qui parlaient de la tour. Il y a une remise en cause de cette position parce qu'elle vient d'une conception linéaire du temps, oui. Une conception en fait, qui oppose en permanence cycle et linéarité. En réalité, c'est une réification d'un temps plus complexe qui est plus feuilleté, qui est effectivement lié à une prolifération de temps, qui sont liés à la libération du formalisme. Qui dit libération du formalisme, il y a aussi des sensibilités artistiques qui ne sont plus du tout non plus redevables à personne. Donc c'est une petite. Alors j'arrive au temps feuilleté, on y vient, parce que justement, comment est-ce qu'on peut caractériser mathématiquement un peu ce que j'essaie de vous dire là de manière plus vernaculaire. Et à chaque en fait, situation, chaque situation va être décrite par une catégorie. On va appeler catégorie configuration. Donc en gros, à la situation 0, qui d'ailleurs est multiple, la situation est appréhendée comme un multiple, on a une catégorie configuration.
on verra juste après que cette catégorie, elle est ordonnée, il y a une hiérarchie justement de niveaux qui permet de mesurer des ordres de complexité qu'on a évoqué un peu dans l'architecture ce matin. Et puis, ce qui est très important et qui n'est pas toujours vu, c'est la flèche. C'est-à-dire que cette opération de transformation qui mesure le changement entre les deux situations, c'est un foncteur. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est juste, on illustre que la catégorie, elle change. Ce n'est pas ça. C'est qu'on a bien des foncteurs entre deux catégories. Et ce n'est pas simplement, on a positionné ou indexé la catégorie sur une légende qui est le temps qui est paramètre. Et on va s'intéresser à ce foncteur-là, comment il émerge et comment on peut le caractériser mathématiquement à partir d'opérations qui vont être pour le coup très distribuées. Alors, tous les diagrammes que j'utilise là par la suite, alors ça, le temps qui va être discret, il va apparaître justement dans la formation pour obtenir ce foncteur-là. Ce que je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu choisis donc, comme chose de continu, à présent 0, à présent 1, 2, 3, etc. Petit à petit. Qu'est-ce qui fait que là, ça va être le temps. Là, ça va être là, c'est indexé sur le temps. C'est une catégorie temps d'instant. Donc, on retrouve le temps. En gros, là, ce que je cherche à faire, le temps instant, non, il va être au moment où tu le fais. En gros, ce modèle-là, ce qui va être, c'est ce que j'appelle la mise en route, et tu ne peux pas le définir entièrement à la fin. Donc, il va perdre tout à fait sa capacité à prédire. Il ne prédit rien. Il ne va pas prédire ce modèle. Il va plutôt être dans un geste de compréhension. C'est qu'à mesure que tu rentres dans une description ou une compréhension d'un phénomène, tu peux, à un instant donné, essayer de construire une catégorie qui est une modélisation, enfin une formalisation de la situation. Et puis, il va arriver des changements, tu ne peux pas prévoir. Et ce qu'on veut, nous, c'est caractériser comment ils avancent. Et c'est là où tu vas isoler des temps, tes primes, tes secondes. Il y a eu des changements structuraux. Dans ta situation, ils te donnent même le rythme des changements. Ah, ils ne te donnent pas les rythmes de changement. Les rythmes de changement vont être donnés par la dynamique interne à ce système-là. Ouais, mais je ne l'ai pas encore introduite là. De manière immanente, voilà. Ouais. En disant, il y a la situation à tel instant. Non, c'est de manière immanente. De manière immanente. Ça, tu le sais d'où? Eh ben, c'est la complexification. Ça, on va arriver à. Non, mais j'y arrive après. Et c'est imprédictible complètement. C'est même pas. C'est pas computable aujourd'hui. Du moins, André complétera, mais c'est pas computable aujourd'hui, non. Et tu peux le décrire, le comprendre, lui donner un statut. Ça n'est pas computable aujourd'hui. Donc, en revanche, tu peux expliciter, donner un statut mathématique et ce qui s'est passé. Voilà. Et ce n'est pas inutile parce que ça permet quand même de rentrer dans des gestes de compréhension assez intéressants pour moi. Donc là, quelque part, je dis mise en route parce que c'est l'idée qu'on va se donner, grâce à ces catégories, une description d'une succession de situations qui vont être transformées depuis l'intérieur de la situation et pas depuis l'extérieur. On n'a pas un accès externe aux paramètres. C'est depuis l'intérieur de la situation que les paramètres émergent. Et le foncteur, quelque part, transition, on peut le mettre mathématiquement, mais il n'est jamais perçu par quelqu'un qui verrait le foncteur. On peut dire après coup, il y en a un, on peut le relier, mais de l'intérieur, on ne voit pas le foncteur, sinon on pourrait dire ce qu'il y a derrière. Donc ça, on ne peut pas le voir. Par contre, on peut dire après coup que ce qui a changé entre T0 et T peut être mesuré par un foncteur. Cette relation-là est fonctorielle. Voilà. Alors, les changements structuraux, c'est là où, justement, ce qu'on va considérer entre là, j'ai pris simplement deux situations qui succèdent, et on veut s'intéresser à ce que tu demandes là, à la dynamique. Comment est-ce que on a des changements voilà. Et typiquement, en haut, il y a une nouvelle colline, en haut, sécu, là, je peux le monter avec les doigts, ça ne sert à rien. Ici, on a un nouvel objet qui est apparu, là, avec un nouveau pattern à un certain niveau, entre le temps T et le temps T'. Tu périodises par l'ordre de complexité. Voilà. Alors, l'ordre de complexité ne périodise pas. Il mesure dans une catégorie comment ça va être très important l'ordre de complexité parce qu'il va rentrer en ligne de compte donc dans la hiérarchie de cette catégorie, mais surtout dans les changements derrière. Je parlais d'itération, mais pour le moment, je ne peux pas encore en parler. En tout cas, c'est une notion qui va être assez importante. Juste une remarque, c'est que pour faire ça, André a inventé pour le coup la notion de catégorie hiérarchique qui n'existait pas.
et qui d'ailleurs a été contestée par certains catégoriciens qui disent non, une catégorie, ils sont tous pareils. Elle dit mais qui a dit que dans une catégorie, il fallait qu'ils soient toujours tous pareils? Non, on peut avoir une catégorie qui reste une catégorie, qui a bien des identités, qui a bien les lois de composition, les chemins associatifs, etc. Et on peut avoir on peut caractériser des ordres de complexité, des niveaux. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que sinon, de ce que j'ai compris, le modèle n'aura pas pu se développer comme ça. Alors là, on voit qu'on a une description hiérarchique et puis une description temporelle dans le temps. Il y a un foncteur qui mesure le changement entre ces deux catégories de configuration. Okay, on n'a pas encore dit comment elle avait été créée, cette dynamique-là, pour arriver là. Juste un point, c'est que ce qui est intéressant en plus, c'est que ce changement-là, on la nomme dans la théorie des systèmes évolutifs à mémoire une complexification. Complexification ne veut pas dire qu'on le rend plus complexe. Le mot d'ailleurs, d'après André et puis Jean-Paul aussi, qui ont fondé cette théorie-là, disent qu'ils auraient dû peut-être en prendre un autre parce qu'ils donnent l'impression qu'on rajoute, alors qu'en réalité, ça modélise des changements structuraux. Donc, on plonge une catégorie initiale dans une autre et on regarde comment on peut résoudre c'est un problème universel, hein, trouver la solution d'un problème universel. Et donc, on va regarder dans ces objectifs qu'on a de changement, là, je peux dire, on peut avoir la fusion, on verra tout à l'heure, l'absorption, un nouvel élément qui est pris dans un pattern, ou l'ajout d'un nouvel élément, ou la suppression d'un nouvel élément. C'est pas référence à Kolmogorov. Alors, non, l'ordre de complexité, oui, Chaitin Kolmogorov, mais ce n'est pas tout à fait. Une catégorie, ça peut moins. Voilà, mais ça peut renvoyer à. Non, effectivement, on peut le ramener à Kolmogorov. Hein. Voilà, je sais qu'André allait dire dans ses papiers, l'a ramené ordre de complexité, on peut le ramener à Kolmogorov, Chaitin. Mais ça, je te laisserai réagir, André, après, hein, si tu veux. D'accord. En fait, le foncteur transition, il est simplement, il est partiel. Hein. Oui, il est partiel, le foncteur transition, parce qu'il peut oublier, d'ailleurs, on n'a pas, ce qui est marqué là, vous voyez, par exemple, si on prend ce composant-là, cet objet-là, là, il est là, lui, sur toute la période. En revanche, il y en a qui peuvent disparaître. Alors, où est-ce qu'il y a des changements ici, là? Voilà, il y a un lien qui a disparu. Donc, il n'est pas défini forcément sur toute la catégorie. Alors, la complexification, alors là, avec tout ça, là, c'est vraiment pour une procédure. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail technique là. Si vous voulez, on pourrait y revenir, mais c'est une opération très importante parce qu'elle permet de comprendre comment on aborde les changements structuraux. Ici, il y a l'émergence de ce qu'on appelle un lien complexe. Pour dire complexe, il faut qu'on ait les niveaux, puisque c'est un lien qui apparaît à un ordre de complexité supérieur. L'ordre de complexité, il faut l'imaginer comme quelque chose qui est constructif. Hein. On ajoute là, ici, des liens qui n'existaient pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur d'ailleurs. C'est que ce lien, il est nouveau à ce niveau-là, donc il n'existait pas. Mais en revanche, il est corrélé à des liens qui existent bien en bas. Il ne vient pas d'ailleurs de la catégorie, il est bien immanent. Il émerge de la structure de base, je peux dire, sous-structure, des niveaux inférieurs. Il y a des corrélations et il émerge à un certain niveau à partir du moment où on a, dans une dynamique, des cônes qui deviennent des colimites. Voilà. Je ne veux pas tout redétailler, mais on voit qu'ici, qu'il y a comment dire, une procédure. On veut supprimer ici, il a été supprimé dans cette nouvelle catégorie. On veut ajouter des colimites. Donc là, il y a un changement, des colimites qui apparaissent ici. Et le fait que ces colimites apparaissent, donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, hein, va donner naissance à un nouveau lien, mais qui est corrélé à des patterns qui, eux, étaient là, existants. Ici, alors, il peut y avoir des liens complexes qui vont être justement réutilisés par la suite. Et on va voir que c'est ça qui va amener des émergences fortes. Parce qu'à partir du moment où ce lien, en un coup, il apparaît, au deuxième coup, il est réintégré dans la catégorie d'après, alors là, on a des liens qui n'auraient pas pu être du tout déduits du premier. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important, en tout cas pour moi, dans ce que j'ai cherché à modéliser jusqu'à présent.
Donc là, on est donc sur l'idée d'un lien complexe qui émerge, c'est celui qui est en rouge. Honnêtement, cette figure-là m'a fait beaucoup réfléchir et rêver quelque part. Hein. Mais elle dit beaucoup de choses. Mais je ne voudrais pas, après, je ne vais pas la reprendre, après, je ne vais pas être trop long. Et je vous dis ça pour si vous voulez la reprendre, c'est assez intéressant à vérifier de près. Là, j'arrive sur la dynamique, alors là, je passe à autre chose. Donc là, on est sur le système vu comme si on était à l'extérieur. Simplement, donc quand je reviens ici, là, on est comme si on regardait à l'extérieur, mais je vous ai dit, les transitions, on peut pas, on va essayer de les construire depuis l'intérieur. Après, on pourra les résumer dans le facteur transition pour mesurer le changement qui a eu lieu, mais on ne peut pas nous-mêmes construire ce facteur transition indépendamment de se plonger dans le système. C'est comme ça, du moins, qu'on construit un MES. Donc, en se plongeant dans le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'intéresser à ce qui est actif dans le système, tout ce qui agit sur le système. Et là, on va retrouver quelque part une notion qu'appelle les actants chez Latour et consorts, mais sauf que on considère qu'il y a un réseau, on peut dire agent. Là, ici, on parle de co-régulateur. Donc, c'est comme un système multi-agent si on regarde ce qui agit. Mais simplement, on va les décrire un petit peu différemment. Donc, dans les co-régulateurs, typiquement, ça peut être les cellules, les molécules petites de Véronique, là, quand on a des cellules, les lymphocytes. Et ça peut être un co-régulateur, ça peut être un acteur social. Moi, j'agis, si vous regardez les sociaux, ça peut être un ordinateur qui agit lui-même avec un autre ordinateur, avec un humain, quand on veut modéliser ce genre de système sociotechnique. Hein. Par exemple, moi, ça m'arrive d'avoir ça. Donc, co-régulateur, c'est parce qu'il agit sur le système, il a une manière d'agir, même automatique ou peu importe. Et donc, il est défini par des procédures administratives, c'est-à-dire qu'il a accès à des procédures d'action. C'est ça qui est important dans un premier temps. Et deuxième chose, c'est que ce co-régulateur, il n'y en a aucun dans le système qui pourrait voir le facteur transition. C'est là où c'est comment dire, immanent, c'est qu'aucun des co-régulateurs présents, donc aucun des dynamiques locales qui se développent dans la situation, n'a accès à un regard qui pourrait totaliser la connaissance du système, ce qu'on appelle la mémoire. Donc, il y a un accès partiel à la mémoire de ce système qui est là. Reprendre ton histoire c'est l'histoire, la fonction, c'est l'effet, non, pardon, c'est par rapport à l'effet, comment c'était formulé? C'est la raison pour laquelle, ouais. La fonction, c'est la raison pour laquelle voilà. Un pattern a été sélectionné. Disons, ouais, la raison pour laquelle. Donc, on appelle ça quelque part la mémoire qu'il y a eu du système. Enfin, on pourra justifier, hein, mais ça, il n'y en a aucun qui a accès à tout. En revanche, ils ont accès partiellement au système, à ce qu'ils perçoivent, ils peuvent agir sur des choses partielles. Et pour caractériser cette action restreinte, partielle, localisée, on a une notion qui est une notion de paysage local. Alors, le mot paysage, un peu, mais derrière, on peut vraiment le qualifier. Et c'est ce que j'ai essayé de dessiner à la remonte, de manière un peu figurative. Hein, ici, c'est les. Alors, initialement, c'était des catégories. Hein, chacune avait une catégorie. Et on regardait comment le paysage bougeait. Mais comme on voit bien que le paysage il est dans le temps, c'est lui-même une fibration, c'est lui-même un faisceau. En fait, rappelez-vous, ici, le système global, il est appréhendé là par cette fibration là entre les différentes fibres. Donc là, on a une logique de faisceau, c'est un semi-faisceau, mais c'est une logique de fibration. Quand je dis logique, c'est pas au sens mathématique. Hein. Je dis ça parce que parfois André me reprend sur les mots que j'utilise. C'est un exemple de fibration. Et ici, on peut aussi regarder comment dans le temps, le paysage local, c'est-à-dire l'action restreinte à quelque chose qui peut agir dans la situation qu'on regarde, ça peut être caractérisé comme étant un semi-faisceau en tant que tel. Alors là, c'était pour dire qu'il y a un objet qui est perçu voilà, par les différentes personnes. Là, donc les CR, là, les correcteurs perçoivent cet objet-là du système et ils vont l'interpréter différemment. Donc là, c'est la partie de qu'est-ce qu'eux peuvent activer ayant vu ça dans la mémoire. Donc chacun active différemment. Et vous voyez qu'il y a des flèches plus ou moins courtes. Celle-là est très longue. Et en fait, comme c'est très long, comme il y a une activation beaucoup plus profonde, voilà, il est très affecté ou ça renvoie à beaucoup de choses dans l'accès à la mémoire qu'il a. Il a des étapes qui sont plus longues là ici. Alors ces étapes-là, elles sont propres. Donc chaque co-régulateur au sein du système en immanence a un temps propre, une échelle de temps propre, donc un temps vécu qui est propre. Cette année, ça non, encore. Et non, c'est bon. Et celui-là, par exemple, le CR1 a des étapes qui sont beaucoup plus courtes. Elles ne sont pas forcément égales tout le temps, hein,
Longtemps, moi, j'appelais ça des rythmes. André m'a dit, oui, mais le problème du rythme, c'est qu'on entend que le rythme, il est régulier. Alors, il peut y avoir des rythmes réguliers, mais il y a des rythmes irréguliers. C'est ce que, voilà. Donc, moi, j'appelle ça des rythmes. Mais il ne faut pas entendre derrière que, parce qu'il a un rythme, il est régulier. Hein. C'est nécessaire les co-régulateurs, une source unique. Ah non, non, pas du tout. Là, c'était juste pour le dessin. Ouais. Non, non, pas du tout. Non, non. Il pourrait ne pas regarder ça, regarder autre chose. Non, non. C'est juste pour montrer que là, autour du même objet, chacun va l'appréhender différemment et perçoit ou a accès à un mode d'action, un mode de perception différent et qui peut être qualifié mathématiquement. Voilà. Et quand il perçoit ça, il va choisir des procédures qui elles-mêmes, là, je n'ai pas pu le développer là, et ces procédures-là vont être, où ils vont tenter d'agir. Les uns, par exemple, ils veulent arrêter ce danseur, là, arrête-toi, ils veulent le stopper, le prendre par la jambe. Mais si on a qui apparaît, enfin, qui agit, on voit bien que c'est là que ce n'est pas computable. C'est-à-dire que quand toutes les procédures arrivent, on ne peut pas prévoir ou computer l'ensemble des procédures sur le système qui va arriver, les modes d'action locaux. En revanche, ce qu'ils vont faire va créer une dynamique, ils vont développer des dynamiques locales qui elles-mêmes vont induire éventuellement des changements dans la situation d'après. Et ces changements qui auront lieu dans la situation d'après peuvent être mesurés par le foncteur de transition. Ouais, il faut que j'arrête après, c'est ça. Et voilà. Donc ça, c'est, j'ai fini. Et donc ce système-là, quand on a mis en place le semi-faisceau, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un mathématicien et psychanalyste, Daniel Sibony, qui a utilisé les faisceaux pour reconstituer la logique du temps des rêves. Là, on utilise non pas un faisceau complet, mais un semi-faisceau. Il n'est pas total. Il caractérise donc une évolution, mais qui peut intégrer des émergences fortes dans une suite de configurations. Ce temps, donc, il intègre un temps ici, horloge, qu'on peut indexer, mais aussi le temps de la qualité et le temps vécu, sauf que le temps, il est vécu de manière multiple par ce réseau de corégulateurs qui a ses propres échelles de temps. Alors, on peut d'ailleurs remplacer, là, moi je mets des êtres sociaux ou sociotechniques, mais on pourrait mettre à l'intérieur des particules, voilà, des choses, des interprétations donc, physiques qui ont été faites par André dans un journal Entropie, il me semble, André, tu me corrigeras, mais tu es descendu jusqu'au niveau quantique. Hein. Bon, moi, ce n'est pas quelque chose que je sais faire ou que je peux faire. Hein. Ce qui est important dans ce théorème-là, le théorème de complexification itérée ici, c'est que ce fameux lien complexe que je vous ai dit qui pouvait apparaître, pas forcé d'apparaître, hein, mais qui peut apparaître, il va faire, s'il est repris, bien si, dans une transformation dans une autre transition ici, donc parce que en immanence, ceux qui sont là perçoivent des signes de quelque chose qui est nouveau, par exemple, et qu'ils l'intègrent à l'intérieur d'une action sur le système, alors on fait émerger des choses qui n'étaient pas du tout prévues, qui sont ici. Là, on ne voit pas le jeu des corégulateurs, hein, mais il est intégré au foncteur quelque part. Le foncteur, il résume les dynamiques qui ont eu lieu hétérogènes. Et donc, il explique, ou plutôt, il donne un statut à toute la dynamique interne, mais quelque part après coup. On ne peut pas la percevoir du premier coup. Et ce qui est important, c'est que ici, ce que ça nous dit, c'est que cette émergence-là, elle ne peut pas être obtenue ici. Il faut agir. En agissant, on fait émerger quelque chose de nouveau, et prenant ce nouveau-là et l'intégrant à de nouvelles actions, alors émergent des choses qu'on ne peut pas caractériser. Et je trouve que bon, voilà, ce modèle-là m'intéresse énormément puisque bon, il donne du sens à des choses que je peux traiter par ailleurs, mais on est vraiment sur quelque chose de transformationnel et qui est qualifié de manière assez précise. Voilà. L'idée, donc, et là je vais enchaîner, je donne la parole à Andrea, tout Andrea, j'ai fait un peu comme prévu. C'est l'idée, donc pour finir, c'est que ça propose ici une autre idée de la modélisation, quelque part en fait, quand on fait et qu'on construit un système évolutif à mémoire, donc un MES, hein, pour Memory Evolutive System, on n'est pas en train d'essayer de totaliser les états possibles du système, on les explore. On essaie d'explorer le phénomène. Et on ne peut pas, simplement, on a des outils d'exploration, une sorte d'imagination, de pensée aidée, mais aidée par un regard mathématique ou des outils mathématiques, je peux le dire comme ça. Et on essaie d'explorer et de comprendre le phénomène. Et le modèle, quelque part, il se développe à mesure qu'on explore le phénomène. Typiquement, d'ailleurs, même, les notions sont développées mathématiquement parce qu'on rencontrait des phénomènes nouveaux et André a fait évoluer beaucoup les MES. Elle pense, elle est convaincue, elle a envie, d'ailleurs, que les MES évoluent encore après. Hein. Il ne prédit pas, mais il est plutôt une compréhension, je peux dire, voilà, par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Et pour construire le MES,
en fait, on n'a pas accès aux paramètres du système de l'extérieur. Donc, il faut, quelque part, quand on étudie un système immunitaire, Véronique l'avait vu avec André, il faut faire comme si on était une cellule donnée et essayer de voir ce que cette cellule-là individuelle, elle percevrait dans son paysage à elle, construire ce paysage et essayer de reconstituer des paramètres qui viennent de là. Et éventuellement, si on veut avoir des paramètres plus collectifs, ils se font parce qu'il y a des liens entre les différentes molécules qui font à un moment donné qu'un paramètre devient collectivisé, si je peux dire comme ça. Mais il n'est pas donné d'emblée de l'extérieur et s'appliquant au système. Donc ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le qualifier, quoi. Et donc ici, le modèle, entre guillemets, et le modélisé sont dans une opération de co-constitution et qui est plus proche de, je pense, qu'on a proposé la métexis, la participation chez Platon, que la mimésis. Et c'est là que je cède la parole à Andrea. Pardon d'avoir été plus long que prévu, là j'ai fait un peu plus long. Andrea, je t'ai mis ça en support, mais je crois que tu ne veux pas forcément présenter des planches, toi. Non, je vais parler d'ailleurs très, très peu, au fond, parce que bon, je n'ai pas forcément des modèles à proposer, des modélisations. Mais voilà, bon, je vais essayer de faire un peu les points hein, sur ce qu'on a essayé de faire à travers ta propre recherche dont tu viens d'exposer un peu l'évolution. Donc, c'est un modèle de modèle finalement, et puis dans la continuité de ces diverses et variées séances magnifiques qu'on a animées ou co-animées. Jusqu'y compris celle-ci, voilà, avec ces différentes manières de problématiser justement la modélisation et le concept des modèles dans le cadre d'une recherche sur les conditions de production de la connaissance finalement. Donc, alors bon, comme tu l'as dit hein, à la fin de ton exposé, c'est la mimésis et la métexis, donc c'est nos deux pôles opposés dont on est parti un peu pour imaginer la séance, ses intervenants, ses invitations et son organisation interne, avec les modèles au centre. Les titres de la journée, mimésis, modèle. Et enfin en tout cas pas de la journée mais de notre intervention, mimésis, modèle, métexis, ça correspond finalement à trois moments. Alors bon, c'est les trois M hein, à un moment donné de l'histoire récente, les trois M étaient Marx, Mao, Marcuse, et là évidemment sont différents, mais bon au fond il n'y a pas de raison de troquer trois M pour trois autres, mais on parlera néanmoins des trois qu'on a choisi pour les titres des journées de la journée des interventions. Bon, bref, pourquoi le modèle au centre finalement? Parce qu'on a essayé un peu de réfléchir hein, dans notre réflexion, d'arracher l'acte du modèle précisément à la logique de la mimésis et de le tirer vers ce que tu as appelé la métexis. Donc, finalement, de découpler la notion de modèle d'une vision de la connaissance, on pourrait se dire d'une idéologie de la connaissance qui serait centrée essentiellement sur la ressemblance. Et la ressemblance entre les modèles et les modélisés, et donc, quelque part aussi, sur l'imitation au sens d'une ressemblance couplée d'une réduction, d'une simplification, voire d'un appauvrissement, donc pour passer du modèle au modélisé dans une relation de modélisation. Hein, ne disons pas plus sur cette relation, sinon qu'elle est, dans sa généralité, duale. Hein, savoir pour qu'il y ait un modèle, quelque part, pour qu'il y ait de la modélisation, il faut quelque chose qui modélise et quelque chose qui est modélisé. Or, on peut interpréter cette relation d'une manière mimétique, précisément, donc dans les sens pour lesquels, là, finalement, les modèles
et le modélisé sont dans une relation de ressemblance matérielle. Ils se ressemblent comme, on pourrait dire, au niveau thématique, au niveau des contenus, au niveau même de la facture matérielle, mais l'un, quelque part, est une version simplifiée ou épurée ou rudimentaire de l'autre. Ça, pourquoi on a choisi cette relation, cette interprétation possible de la relation de modélisation comme pôle dérogatoire finalement de notre questionnement, donc comme c'est qu'il fallait éviter, parce qu'on est parti, en fait, peut-être Mathias l'a dit un peu ce matin en introduisant la journée, encore une fois je m'excuse de ne pas avoir été là, voilà, on avait concerté plus ou moins ce qu'il fallait dire, mais après on dit toujours des choses différentes quand on parle réellement. Donc, je ne sais pas si le sujet a été abordé dans quel terme, mais on est parti dans notre travail de toute une série de critiques à propos de l'usage des modèles ou des métaphores ou des images ou des schémas conceptuels dans la connaissance, finalement, dans la production des connaissances. Et notamment, bon, pour nous, a été absolument central le travail d'un côté de Giuseppe Longo sur ou contre, finalement, les images idéologiques du vivant en termes d'information, du vivant et ou de la pensée, en termes d'information, en termes de procédures numériques, en termes de systèmes computationnels qu'on peut faire remonter à l'intelligence artificielle, au test de Turing, en ce qui concerne les modèles de la pensée interprétés à travers les modèles précisément du calculateur, de l'ordinateur, du logiciel. Et en ce qui concerne la vision de l'organisme comme l'implémentation d'un programme, on peut prendre les pionniers de la biologie moléculaire, Francis Crick ou Jacques Monod en France, c'est une production d'une espèce de théorisation un peu grise quelque part, parce que c'est entre la réflexion sur l'application pragmatique, la vulgarisation scientifique, des fois les canulars, comme l'article de Turing sur son test, et la spéculation philosophique incontrôlée, mais qui utilise justement cette qui met en scène quelque part une prolifération d'images utilisées précisément comme des modèles fondés sur la logique de l'imitation. À savoir que finalement, un ordinateur imite ce qu'il y a vraiment d'essentiel dans le cerveau humain, dans la pensée humaine, pardon, dans la pensée humaine. Voir un ordinateur, une machine, un objet technologique fondé sur les principes abstraits de la machine de Turing, c'est tout le discours que tient Turing dans son article sur les tests, peut imiter, à rentrer dans une relation mimétique, être un modèle mimétique avec un être humain, pourvu qu'on empêche un interlocuteur de lui poser des questions trop complexes pour se rendre compte que derrière les rideaux, il n'y a pas un homme ou une femme en chair et os, mais précisément un ordinateur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que si on simplifie suffisamment les contenus du modèle, on peut finalement lui faire imiter, lui faire simuler, mais dans un sens quelque part justement dérogatoire, on peut lui faire imiter les modélisés, à savoir l'objet réel. Donc les modèles comme imitation appauvrie. Mais de l'autre côté, si on regarde l'usage des métaphores informationnelles, par exemple dans l'intelligence artificielle ou dans l'explication du vivant en termes d'ADN, de programmes, etc., on voit qu'il y a aussi l'usage inverse ou inversé, à savoir que finalement, les objets réels seraient eux-mêmes des imitations appauvries du modèle abstrait.
Hein, savoir que l'organisme, finalement, c'est une copie appauvrie, une espèce de photocopie avec un degré de résolution moindre du programme génétique originaire, et ou que les prestations d'une intelligence humaine seraient finalement des modèles, des exemplaires appauvris et simplifiés de la puissance calculatoire d'un programme thuringien, pas au sens qui vient de la Thuringe, mais élaboré selon les principes de la machine de Turing. Donc, pour ainsi dire, hein, si on revient au classique, et donc en termes philosophiques, à la critique double que, par exemple, Althusser fait de l'idéologie empiriste et du platonisme vulgaire qui est une variante de l'empirisme, bien sûr, dans les idéologies de la connaissance, on voit qu'on a la parfaite réversibilité des deux dans l'usage qui sont faits, dans les usages qui sont faits de la modélisation dans ce sens-là, dans plein de discours dont le statut est relativement indéterminé, mais qui sont influents dans la vision des sciences, finalement, dans l'image qu'on a des sciences, en ce qui concerne la pensée et le vivant. Hein, vision empiriste, les modèles est une image simplifiée de la chose elle-même, des choses données dans le réel. Donc, on extrait les caractères fondamentaux, on produit une version abstraite qui fonctionne donc comme un modèle. C'est ce que vous trouvez plus ou moins dans l'empirisme classique, chez Locke, par exemple, hein, pour les classiques de la philosophie qui sont plus ou moins dans le programme d'agrégation. Et de l'autre côté, vous avez le platonisme vulgaire, à savoir les choses empiriques sont des réalisations simplifiées de la perfection subsistante et autonome de la version abstraite. Donc, vous avez parfaitement les deux en même temps dans des usages particulièrement peu contrôlés de ce qu'on appelle des modèles qui sont souvent pris pour la chose, ou en tout cas pour la loi interne de la chose, mais qui est censé se trouver dans la chose, hein, sous une forme précisément générale et épurée. Bon, du coup, à partir de la critique de cette, peut-être on en parlera plus tard, où il a déjà été question, mais en tout cas, à partir de la critique qu'on peut faire de ces acceptions, de ces usages d'images, métaphores, objets technologiques, etc., dans l'analyse de la connaissance, on a voulu poursuivre cette direction en essayant de trouver un concept différent des modèles. Hein, donc, on s'est mis non pas dans les plans de choisir des exemples de modélisation comme étant paradigmatiques, hein, que ce soit la modélisation mathématique ou celle du vivant ou celle d'autre chose, mais essayer de d'explorer des usages de la modélisation qui ne seraient pas mimétiques, par exemple, dont on pourrait tirer des principes un peu plus complexes sur la production des connaissances, et notamment en se refusant à à opérer cette réduction, la modélisation en tant que mimésis, qui est à proprement parler, une réduction de la connaissance en une comparaison entre choses. Une chose plus simple et comparée à une chose plus complexe, quelque part. Une chose abstraite comparée à une chose concrète. Or, c'est pour ça qu'on tient un peu à la notion des gestes ou d'opérations. La modélisation, on a essayé de l'interroger du point de vue d'une opération, et d'abord d'une opération qui, bien qu'elle porte sur une relation entre deux pôles ou entre deux sphères, ne se fonde pas sur une ressemblance imitative, sur une ressemblance mimétique.
Ça, on pourrait se dire, c'est les moments du modèle, les moments conceptuels du modèle, qu'on pourrait dire cartésien, hein, étant donné que la relation entre le modèle et le modélisé n'est pas fondée sur une ressemblance. Il y a un écart ontologique entre les deux, tout comme finalement dans la géométrie analytique cartésienne, il n'y a pas une ressemblance matérielle quelque part entre une courbe, une figure géométrique et une équation algébrique. Et moins encore entre les mouvements, les trajets d'un mobile et ces représentations mathématiques ou géométriques. Donc, une problématique de la modélisation, quelque part, est abordable à partir du moment où la ressemblance, donc l'imitation, est remplacée par une relation qu'on pourrait dire précisément non pas d'imitation, mais de représentation au sens de Darstellung, dans le sens que, par exemple, Wittgenstein fait de ces mots dans le Tractatus Logico-Philosophicus. Alors, vous savez peut-être que Wittgenstein est fortement influencé dans son texte, les Tractatus, par les principes de la mécanique de Heinrich Hertz, un ouvrage qui porte sur les modèles physiques, sur les modèles mathématiques de la physique, paru en 1894. Et Hertz parle plus précisément de comment il ne faut pas entendre, et du coup comment il faut entendre la relation de modélisation entre les modèles mathématiques et les phénomènes physiques tels qu'ils sont accessibles à la connaissance expérimentale. Et Hertz utilise le mot simulacre pour indiquer les modèles mathématiques, qui est la traduction littérale de l'allemand Scheinbild. Mais or, Scheinbild, comme la plupart des mots allemands, vous pouvez le traduire tranquillement comme simulacre, hein, mais évidemment, ce mot, c'est un mot valise qui suggère un peu plus qu'il n'est dit dans le sens de la simple comparaison entre dictionnaires. Et Scheinbild veut dire image apparente, donc image qui apparaît quelque part, ce qui veut dire à la fois une image qui n'est pas entièrement vraie, il n'est pas entièrement identique à la chose dont elle est une image, mais aussi une image dont la propriété est d'apparaître. Donc une image qui se donne dans la sphère de ce qui apparaît, dans la sphère des phénomènes. Ce qui veut dire qu'en effet, un simulacre, un modèle, est une image apparente, donc un simulacre, donc une simulation, mais est aussi quelque chose qui apparaît et qui produit des effets dans l'apparaître. En effet, finalement, qu'est-ce qu'on a dans les modèles? On fait apparaître quelque chose dans les formes d'apparition duquel on peut tirer des conclusions concernant ce qui se passe dans les modélisés qui, lui, n'apparaît pas. Donc, mais ce qui veut dire aussi que finalement, dans une relation de modélisation, on a toujours une réversibilité, à savoir qu'il faut choisir à chaque fois ce qu'on fait apparaître comme modèle de quelque chose d'autre. Et il n'y a donc pas, contrairement à ce qui est suggéré dans la relation d'imitation, un niveau ontologique fondamental, donc un primat de l'un ou de l'autre pôle de la relation. Tout ce qui compte est la manière de leur mise en rapport, quelque part. Donc, les relations de simulation, les relations de représentation qu'on peut précisément faire apparaître à titre de corrélats, des résultats ou des caput mortuum des opérations, même des mises en rapport, donc des opérations des représentations. Alors, tout le monde sait que dans les cas de Wittgenstein, la représentation est... Là, juste pour te dire, c'est ma faute, j'étais plus long que prévu, il faut qu'on fasse attention au temps, pour qu'on ait un petit peu de discussion avec Franck et Véronique après. Mais c'est de ma faute, hein, je suis navré de te dire ça. Combien de temps j'ai? Je vais finir très rapidement.
Tu as un peu de temps, enfin, je ne sais pas, mais c'est pour là, il est 5h05, on rentre dans la discussion. Voilà. Mais je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long, parce que justement, je voulais juste donner quelques indications sur ces modèles du modèle, finalement, un modèle non imitatif, donc, où l'imitation est écartée en faveur de la représentation. Donc, au sens de la Darstellung, qui veut dire littéralement exposition, voire mise en scène. Donc, les modèles déploient les propriétés du modélisé dans un espace logique qui est totalement interne à l'opération et à son résultat. Donc, ce qui veut dire que il n'est pas question de comparer deux choses qui seraient l'une extérieure à l'autre, mais quelque part homogènes du point de vue de la substance, des propriétés matérielles ou de leur plan, du plan d'être auquel les deux pôles appartiennent. Ce qui implique, premier point, que la relation entre les deux pôles, modèle et modélisé, n'implique aucun primat naturel de l'un des deux, entre une formule et une figure, entre une équation et une trajectoire. Il est impossible de dire lequel est l'original et lequel la copie. Et d'ailleurs, cela n'a aucun sens, puisque précisément la copie précisément une équation n'est pas une copie d'une trajectoire et vice-versa. Et deuxièmement, deuxième point, les modèles ont des propriétés immanentes qui instituent ces propriétés, son pouvoir de modéliser et qui n'ont pas d'équivalent dans les phénomènes modélisés. C'est des opérateurs de la modélisation, de l'institution de l'espace logique qui caractérise la texture du modèle, qui n'imitent aucun trait du contenu du modèle, mais qui sont purement internes à l'opération des connaissances. Une telle relation produit une connaissance effective, car les modèles ne reproduisent pas un comportement, mais quelque part donnent à voir dans sa propre texture, dans les shines de son statut de shine built, donc dans l'apparence de ce qu'il est, formule sur papier ou modèle informatique ou tissu de métaphores composés dans le langage ordinaire, les variations possibles de modéliser. Donc, on pourrait dire leur virtualité. Si bien qu'on pourrait se dire que la connaissance est, dans cette perspective, la plongée d'un réel dans un espace intelligible de virtualité et non pas la confrontation entre deux réels se ressemblant. Or, je cite tout simplement deux phrases ou trois de Wittgenstein dans ses carnets préparatoires pour les Tractatus, où la question est précisément à quel titre et par quel moyen une proposition peut être un modèle d'un état de choses. L'état de choses étant les modélisés qui apparaît, qui n'est pas un réel donné, quelque part, n'est pas une chose précisément, mais un état de choses. À savoir, c'est un modélisé qui fait apparaître les modèles, à savoir la proposition, par et dans l'espace logique qu'elle esquisse et qu'elle organise. Donc, dit Wittgenstein, la proposition est un modèle de la réalité telle que nous la figurons. L'image et les modes de représentation sont tout à fait extérieurs à ce qui est représenté. Les modes de représentation ne représentent pas, seule la proposition est image. Les modes de représentation déterminent comment la réalité doit être comparée à l'image. Autrement dit, si l'on suit l'analyse de Wittgenstein, on aboutit à la triple distinction entre ce qui représente, ce qui est représenté et les modes de représentation. Donc, l'opération de modélisation contient, en plus de la relation duale modèle-modélisé, un troisième moment, un moment excédentaire, qui est l'opération elle-même, dont les modèles et les modélisés sont deux moments internes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si l'on suit effectivement ces raisonnements-là, on voit qu'il n'est pas question de concevoir la modélisation comme une confrontation entre deux choses, et moins encore comme une comparaison extrinsèque entre un modèle théorique, entre une entité théorique, un objet théorique, et un réel simplement donné. Mais que les modèles et les modélisés
par exemple une proposition et un état de choses, sont en réalité comme deux plis internes à un même espace logique qui est institué précisément par les opérations qu'on met en place pour que une représentation apparaisse comme capable de corréler un modèle et un modélisé. Donc, il n'y a pas à proprement parler de ressemblance ou d'imitation, mais il y a une co-institution et une co-apparition dans l'espace logique de ce qu'on distingue par la suite comme un modèle et un modélisé, qui sont les deux, en fait, deux entités internes à la connaissance. Ce sont deux espaces, deux moments internes à la connaissance. Jusque-là, c'est le modèle tel qu'on a pu l'extraire un peu de la réflexion critique sur son usage imitatif au sens régressif. Il y a quelque chose de plus qu'on peut dire, qui apparaissait justement à la fin de la conclusion de Mathias, et qui sera aussi de l'intervention de Mathias, qui sera la conclusion aussi de ces courtes remarques qui essaient de faire un peu le point du fil de nos pensées. La question de la métexis. Alors, on a dit à quel point la critique que par exemple, Giuseppe Longo, entre autres, ont pu faire de l'usage incontrôlé des modèles et donc de la réification de la connaissance à travers les modèles métaphoriques naïfs ou idéologiques. Une autre influence à laquelle on s'est volontiers exposé, celle de Gilles Châtelet. Gilles Châtelet qui a aussi critiqué une modélisation, une interprétation régressive de ce qu'est le modèle en parlant des clichés. Les clichés, précisément, à savoir la vignette, la petite image, le petit dessin qui prétend être tout simplement une version ressemblante mais réductrice de quelque chose qui se poserait au-delà et qui serait toujours trop complexe pour l'incorporer. Or, à la connaissance, et donc la vision de la connaissance comme appauvrissement d'un réel qui serait pour le coup inconnaissable. Gilles Châtelet a insisté beaucoup en s'appuyant sur la philosophie romantique de la nature, sur la co-constitution finalement du mobile et des idéalités mathématiques qui essayent de saisir les mobiles finalement. Donc, de la saisie du dynamisme qui est quelque part un moment interne à la connaissance du dynamisme. D'un côté, la production de l'objet de connaissance, du modèle, participe du même processus créateur qu'on trouve dans les modélisés, et vice-versa, les modélisés est toujours déjà interne à la réalisation de son intelligibilité dont la relation au modèle est responsable. C'est précisément la réécriture que Schelling opère à la fin du XVIIIe siècle du parallélisme spinozien. Les deux modes de la seule substance, la pensée et l'étendue, deviennent finalement, dans la philosophie de la nature, deux manifestations d'un seul dynamisme qui s'exprime dans les doubles visages, dans un double pli interne au même fondement dynamique de la réalité. C'est que dans le langage de l'idéalisme allemand est l'absolu, précisément. Gilles Châtelet a essayé de repenser la physique mathématique précisément à travers ces modèles, à travers ces modèles philosophiques, qui est aussi les modèles d'un modèle. Et c'est ce que nous avons essayé de reproduire quelque part à travers l'idée de la métexis. Donc, qui veut dire une participation à un même processus de constitution qui doit être interprété dans les deux sens. À savoir que, quelque part, les mobiles ou les mouvants est toujours déjà pris dans la constitution de sa propre intelligibilité, donc il participe de l'intelligibilité qui les rend
concevable. Et de l'autre côté, les opérations de connaissance participent toujours déjà de la constitution du réel qu'elles rendent intelligible, sous réserve que cette participation est à spécifier à chaque fois dans les opérations qu'il instaure au sein d'une configuration particulière de la connaissance que nous avons essayé d'explorer à travers les choix de nos invités et des différentes invitations, des différentes interlocutions que nous avons essayé de rendre fécondes dans les journées Mamuffi. Alors, je voudrais terminer avec une seule phrase énigmatique. Warren McCulloch, qui est l'un des grands théoriciens de l'intelligence artificielle, qui avec Walter Pitts finalement a essayé de montrer l'équivalence entre les réseaux de neurones, un calcul booléen et le fonctionnement d'un ordinateur ou d'un proto-ordinateur, hein, donc qui est aussi l'un des responsables quelque part de l'inflation, de la prolifération des modèles réifiés et réifiants dans les domaines des sciences de la vie et de la vision de l'intelligence, a dit par contre quelque chose qui rouvre peut-être la question de la modélisation, rouvre toutes les questions autour de la modélisation, y compris dans ces contextes-là, des années 50, à savoir que le meilleur modèle d'un chat est un autre chat. Sur ça, je m'arrête et je laisse à la discussion le temps et l'espace de se faire. Merci Andrea. On finit sur les chats. Comme on n'a pas de catégorie, 4. Exact. T'as vu, hein? Ah, ouais. S'y attendait pas. Attends, regarde la tête qu'il fait là. Regarde la tête qu'il fait. Ouais. Je mets un peu ici pour qu'on puisse voir aussi Franck Varenne. J'ai vu qu'il prenait à nouveau plein de notes. Il m'impressionne, Franck Varenne. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez commencer peut-être la discussion. On peut revenir sur chacune des présentations là, sur la journée. François a une remarque. Ça dépend combien de temps on a là. On peut se donner, je ne sais pas, jusqu'à 5h30, pas plus, un quart d'heure. Je ne sais pas. Non, c'est plus général. Ouais. Oui, non, moi je voulais juste réagir à ton exposé. Oui, Andrea, merci beaucoup à vous deux. Simplement, j'ai beaucoup apprécié je dirais la trajectoire de ta recherche et l'authenticité de ton questionnement. Je pense que c'est légitime, d'après ce que on comprend, dans la mesure, effectivement, où l'approche numérique, computationnelle, programmatique, comme l'a rappelé Andrea, nécessite au fond que le programme attende ce qu'il va observer. En fait. Donc, il y a bien l'idée d'une projection programmatique qui toujours déjà est écrite en fait, dans l'écriture. Mais quand même, et donc c'est pour ça que de toute façon, quand on parlait d'émergence faible, c'était effectivement au sens de Marc-Alan Bedeau, qui dit en fait c'est un processus de calcul dont on peut comprendre, ou dont on sait, ou dont on peut imaginer, qui est plus commode d'y arriver par une simulation plutôt que de manière mathématique. Peut-être qu'un jour on aura une manière mathématique d'y arriver, mais pour le moment, on sait qu'on y arrive par simulation. Et donc, on est obligé d'être spectateur de ce qui est donné. Et là, tu rappelles effectivement la différence entre l'imprédictible et l'indéterminé. Ce n'est pas parce que c'est imprédictible a priori que c'est indéterminé quand c'est déterminé. Mais ça, c'est l'émergence faible. Et je voulais quand même indiquer des travaux que vous connaissez sans doute en sociologie computationnelle de gens qui ont travaillé sur l'émergence et là-dessus. Je pense à Jean-Louis Dessalles et quelques autres. Et qui ont parlé par rapport à l'émergence faible, que j'ai décrite uniquement en biologie, pour les thermiques, etc., ou en ingénierie morphogénétique, l'émergence forte, parce que là, quand tu vas au-delà des automates cellulaires ou des agents non cognitifs, tu as de l'émergence faible. Et tu peux avoir, alors, dans leur contexte, je t'explique, peut-être pas, ils parlent d'émergence forte si les agents sont par exemple des êtres humains qui peuvent se rendre compte à l'intérieur à leur niveau, que finalement, il y a des patterns qui émergent
et qui observent, donc, qui ont une capacité d'observer. Donc, dans le programme, tu leur donnes au niveau de l'objet, de l'agent, tu donnes une méthode, mais qui est en attente. Les premières étapes, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas opérationnelle. Mais à partir de, mettons, il y a un quartier, une ségrégation de type Schelling qui s'est créée. Et puis, tu fais arriver des nouveaux habitants qui veulent savoir s'ils s'installent à Chicago Nord, Chicago Sud, Chicago, etc. Enfin, les gens, ils vont voir tout de suite qu'il y a plus de noirs ici, qu'il y a plus de blancs là, donc ils vont réagir autrement que ceux qui simplement regardaient localement. Je ne veux pas être à côté d'un noir, etc. Donc, du coup, des salles et des femmes disent là, il y a une réentrance forte, c'est-à-dire il y a une causalité descendante, explicite, parce que les gens peuvent se dire, c'est tout vu, je n'irai pas dans ce quartier, parce que de toute façon, globalement, ça va rester trop dans ma race, etc. Et donc, là, je vais citer mon racisme, etc. Chose qui était restée implicite. Donc, tu peux très bien avoir, quand je parlais de la feuille, même dans les agents cognitifs, la feuille qui dans la branche dessous, elle a d'une certaine manière, quelque part, entre guillemets, une considération globalisante et moyennante du passage du soleil autour d'elle. Et elle se rend compte que globalement, en fait, c'est surtout de l'ombre. En fait, elle va périquiter cette feuille. Donc, elle va faire, d'une certaine manière, elle va tirer les conséquences d'un pattern qui émerge à un autre niveau qu'elle. Donc, bon, il y a des émergences fortes, c'est-à-dire des causalités descendantes. C'est la fameuse question de la causalité descendante. Il y a des articles, des bouquins entiers là-dessus, dans les computations. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a la causalité descendante forte, ou est-ce que c'est seulement l'interaction qui fait que simplement au niveau des agents, c'est ce que tu évoquais avec cette question de la société plate. Effectivement, si la toi a raison, les institutions, d'ailleurs, moi j'ai un peu lutté là contre aussi, parce que il y a des hiérarchies, il y a des accrétions qui se font, des accrétions de hasard, certes, qui après, c'est un vrai problème, c'est les effets pervers, justement. Les effets pervers, les agents peuvent en être les spectateurs, parce que nous sommes des agents cognitifs qui pouvons dézoomer, beaucoup plus que les termites. Par exemple, ils iraient à la campagne et diraient, voilà, elle est juive, etc. Donc, mais voilà. Donc, mais à part ça, je pense que voilà. Donc, c'était juste pour ça, te dire, il existe une réflexion sur l'émergence forte en sciences sociales computationnelles. Et puis, voilà, je vais pas, je dirais simplement, sur oui, ce que j'entendais sur Wittgenstein, c'est très juste. Juste, je dirais que dans le Tractatus, que j'ai enseigné aussi pas mal le Tractatus, il y a quand même cette idée d'identité de structure. C'est-à-dire que le mot structure, il est dans le Tractatus, il est même dans Hertz. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a Scheinbild, mais il y a quand même cette idée qu'il y a la théorie pictoriale quand même de la représentation et du sens dans le Tractatus, parce qu'en fait, entre le modélisé et le modélisant, il y a une identité structure. Alors certes, après, l'identité structure, elle fait l'objet d'une prescription par le geste même du penser, c'est-à-dire le projeter effectivement sur la proposition qui décide. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a une co-naissance, une naissance simultanée de ce qui est à voir de structurant dans le modèle, de ce qui est à voir de structurant dans le modélisé. Je suis d'accord avec toi, mais c'est lié à l'immanentisme de Wittgenstein. Et j'ai trouvé intéressant, moi franchement, avec Spinoza et Schelling, parce qu'il y a une inquiétude immanentiste qui est dans le Tractatus. Il essaie de trouver les conditions de possibilité de la signification à l'intérieur du monde, en fait. Et donc, la pensée, on ne sait pas où elle est, mais c'est un geste, c'est le penser. C'est le penser qui fait coller en fait ces deux espaces, mais qui ne forment qu'un seul. Et puis, ce qui fait que d'ailleurs, les choses se modélisent elles-mêmes d'une certaine manière. En fait, les états de fait sont d'une certaine manière déjà un peu des propositions. Et d'où le fait que la logique est transcendantale, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant et qu'il faut arriver à ce niveau-là pour subvertir effectivement toutes les projections qui reviennent sans cesse et qui réduisent à peau de chagrin les pratiques de modélisation. Voilà, je vous remercie pour ce geste-là. Mais donc ça n'est pas forcément une réponse, mais peut-être. Non, merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on pourra nous poursuivre. Ça m'a beaucoup intéressé sur la topologie. Oui, je regarde Jean-Louis Dessalles. J'ai noté. Émergence forte, Jean-Louis Dessalles et Denis Kahn. Andrea, tu veux dire un mot ou une réponse? Après, il y a François. Oui, non, je voulais juste rebondir sur les remarques de Franck Varenne. Bon, que je regrette d'avoir d'abord raté son intervention. Bon, enfin, mais et en effet, la question
l'immanence, de l'immanentisme de Wittgenstein est crucial et a été un peu un fil conducteur dans les discussions qu'on a eues avec Mathias. Bon, c'est quelque chose que j'ai peut-être apporté plutôt de mon côté en tant que philosophe professionnel, on va dire, mais je pense qu'on l'a en partage sans nécessairement tout l'ensemble des références. Mais de toute façon, c'est effectivement quelque chose d'extraordinairement puissant, mais difficile non seulement à visualiser, mais à penser. L'idée qu'il y a une coémergence, et je pense que la manière dont Frank Varenne l'a résumé rend parfaitement les problèmes, enfin la difficulté du problème et sa richesse, cette coémergence entre l'état de choses et la proposition que Wittgenstein continue d'élaborer finalement jusqu'à sa philosophie dernière, hein, parce que la question est comment les choses apparaissent à même la manière dont elles sont mises en rapport dans un espace de pensabilité, finalement, dans un espace de concevabilité. Et donc, par exemple, toutes les remarques qu'il fait sur la manière dont la physionomie de Schubert, quelque part, en tant que personnalité artistique, mais aussi personnalité biographique et historique, on peut dire que pour les personnes qui participent d'une certaine situation de culture, est visible dans sa musique, quelque part. Hein. Bon, et le Wittgenstein tourne beaucoup autour de cela, comment des choses qui sont matériellement extraordinairement hétérogènes peuvent être peut-être à un moment donné, apprendre ensemble et donc devenir les modèles les unes des autres, parce qu'il y a quelque part une relation interne qui s'instaure en termes de simple résonance de la signification au sein d'un espace logique commun, quelque part. Et c'est précisément ça qu'on a essayé d'appeler métexis dans notre traversée de la question de la modélisation. Je voudrais à ce propos dire que dans ces dialogues, dans ces entretiens transcrits avec les cercles de Vienne, bon, où la relation finalement, telle que les cercles de Vienne interprètent finalement la relation picturale entre la proposition et les états de choses, on a un plaquage extraordinairement rigide et naïf, des fois, dans certaines formulations, Carnap, Neurath, etc., entre finalement les tables les tableaux logiques et les sens data et finalement les résultats empiriques. Tu as d'un côté le réel empirique, de l'autre côté les tables de vérité, puis tu les mets ensemble et plus ou moins tu produis la connaissance. Et Wittgenstein proteste lourdement dans ses entretiens contre cela et contre la déduction empirique, la construction empiriste finalement de la théorie des ensembles par Russell, en disant en fait il n'y a pas du tout il est inconcevable de mettre en rapport un nombre et des chaises. En fait, les chaises sont en réalité internes à l'espace logique dont le nombre lui-même fait partie. Donc effectivement, là, on est vraiment au cœur en tout cas de la question en ce qui concerne étrange immanence entre des hétérogènes substantiels, ce qui est vraiment difficile à penser. Je vais peut-être donner la parole à François, parce qu'après, on va vraiment... Pardon. J'étais long. Peut-être un petit peu aussi. Écoutez, moi, j'ai une objection quand même générale. C'est que il est quand même de notoriété publique qu'il y a deux orientations absolument opposées, qui ne sont même pas duales d'ailleurs, sur la problématique des modèles. Et il y en a une qui s'est constituée mathématiquement, qui s'appelle la théorie des modèles, dont personne ici, à laquelle personne n'a fait référence. Si, référence, je dis que je ne l'abordais pas. Non, mais on l'a pas. En fait, tout ce qui s'est présenté aujourd'hui s'est avancé sous l'autre version, qui est la version empirique des modèles. Et je m'étonne que cette version, qui a le droit
reconstituer, bien sûr, etc., mais même pas l'air de prendre mesure du fait qu'elle se positionne sur une question dans laquelle il y a une toute autre orientation qui est celle de la théorie des modèles. Ça, c'est la première chose. De ce point de vue-là, la distinction que tu as proposée, Andrea, qui est intéressante, entre mimésis ou mise en scène, etc., enfin, imitation, elle est interne à la problématique empirique. Elle ne fait absolument pas droit aux deux orientations. Et j'en prends comme emblème signifiant le mot modélisation. Il est clair que dans la théorie des modèles mathématiques, il n'y a pas la modélisation. Il n'y a pas l'idée de modéliser. Donc l'idée même de modéliser inscrit l'ensemble de la problématique dans l'orientation empirique. Donc ça, c'est la première chose. Je suis quand même un peu sidéré. Bon. Et deuxièmement, je me demande, pour le coup, quelles sont les conditions de possibilité pour que ceci se produise dans ma MUFI. Alors, mon hypothèse, et là je vous dis comme question, c'est sans doute parce qu'il s'agit du vivant. C'est-à-dire que peut-être, parce que dans la problématique de la théorie des modèles, dans l'autre orientation qui est empirique, on met l'accent, on ne parle pas de modélisation, on parle de théorisation, ou de formalisation. Donc il y a du théorisé, du formalisé, mais il n'y a pas du modélisé. L'idée même de modéliser est précisément ce qui indexe la version empirique opposée à l'autre. Donc, la question sur laquelle j'aboutis, mais évidemment je n'ai pas de réponse, c'est que pourquoi n'y a-t-il pas de théorisation du vivant qui ne soit pas du tout sur la figure de la modélisation, qui est la vraie. Et on retombe sur la question que je t'avais posée tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de concept vivant. La question de la conceptualisation, tout à fait, qui n'a rien à voir avec la modélisation. Et que, évidemment, il y a une réponse qui est assez classique, c'est que l'empirique, voilà, et donc la modélisation, c'est ce qui se substitue à la conceptualisation. Donc peut-être que ce qui rend possible cette situation assez étrange pour moi dans l'outil, c'est qu'il s'agit précisément du vivant, donc problématique, et que peut-être mathématiser le vivant, comme il n'y a pas assez de théorisation du vivant, c'est-à-dire une figure conceptuelle, on est ramené, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à l'abord empirique, et qui se met à ce moment-là sous le chef de la catégorie générale de modélisation, qui n'a d'usage que dans cette orientation-là. Voilà, je livre ça comme ma question. Enfin, mais ici, on sait toujours quand même, enfin, chaque fois, disons dans ma MUFI, chaque fois, encore une fois, chacun peut prendre ses orientations, mais on ne peut pas ignorer quand même que, disons, la mathématique, la logique mathématique du XXe siècle et du XXe siècle, c'est faite précisément sous une toute autre acception qui est celle de la théorie des modèles. Enfin, et là, qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas, comment dire, encore une fois, ça a droit d'être. Hein, mais voilà, bon. Donc peut-être c'est parce que sur la question du vivant, en fait, il n'y a peut-être pas encore les moyens pour l'humanité de théoriser et non pas de modéliser. Mais je vous livre ça comme question parce que j'y connais rien. Est-ce que je peux intervenir? Ah oui, bien sûr. Bah, je pense que si, dans le vivant, justement, il y a des théories. Il y a la théorie, par exemple, de Yern. Je pense que c'est vraiment une théorie, c'est conceptuel, le réseau idiotypique. Donc, moi, c'est plutôt sur ça que je me base pour essayer d'expliquer, de comprendre le système immunitaire. Bon, mes modélisations actuellement ne sont pas basées sur ça parce que c'est un peu trop complexe, mais on est en train d'essayer d'y arriver avec Dominique Pasteur, justement, de conceptualiser justement des senseurs, des récepteurs qui peuvent faire émerger de la mémoire. Donc là, on est dans de la conceptualisation plus théorique que de la modélisation, je dirais, empirique. Voilà. D'accord. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Oui, alors peut-être que ça se publie. C'est peut-être un état actuel. Moi, j'y connais rien. Donc, je crois qu'il y a deux mains qui se sont levées. André, tu as levé la main, mais je ne sais pas si c'est. Oui, j'ai levé la main parce que je voulais dire que justement, personnellement, je considère que les Memory Evolutive Systems que nous avons décrits est effectivement une théorisation et pas un modèle. Oui, mais je suis absolument d'accord avec toi. André, moi aussi, je l'ai jamais pris comme tel.
D'ailleurs, oui, tu l'as dit. Oui. Dominique? Je suis très content de la remarque qui a été faite de cette discussion, parce que moi, je suis toujours gêné avec le terme de modèle. Sur ce que disait Véronique, de travailler en ce moment sur, je vais dire, un modèle, certes, mais personnellement, ce serait plutôt de rechercher une axiomatisation de ce que pourraient être les senseurs ou les capteurs. C'est ma façon de voir les choses, parce que tant qu'on n'aura pas une axiomatisation, ça veut dire qu'on n'aura pas d'hypothèse. Et la science, ça fonctionne quand même, science et hypothèse. On a des hypothèses, on en déduit des connaissances, on en déduit une théorie, donc on cherche qui est réfutable, on expérimente, on des hypothèses en disant, voilà, là on s'est planté, ou là non, c'est vachement bien. Donc, bon, je présente un peu caricaturellement, mais je pense que ce terme de modèle est toujours gênant, et que le terme d'axiomatisation ou d'hypothèse est peut-être, enfin, moi, me confirme ce terme-là. Et je confirme qu'avec Véronique, on est en train de travailler là-dessus. Et la grande difficulté personnellement que je vois, en tout cas dans les sciences du vivant, c'est quand on a un modèle axiomatique, quand on a donc des axiomes à partir desquels on peut poser des définitions et en déduire des résultats, comment est-ce qu'on va vérifier tout ça? C'est terrible. Véronique a des tas de données, mais personnellement, je suis encore complètement paumé, perdu sur la façon dont on peut exploiter ces données. Je vois que Franck a peut-être une idée et moi je suis preneur. Merci. Juste qu'il y a, merci beaucoup. Il y a Andrea qui a levé la main avant. Il a fait par la... Oui, non, mais la question que pose François et puis les rebondissements est déjà énorme par elle-même et les rebondissements d'André et d'autres la rendent encore plus vaste. Donc, et je ne vais pas dire des choses résolutives, bien sûr, hein, mais pour aller vite. En effet, on n'a pas parlé de la théorie des modèles en mathématiques. Mais il faudrait voir, et je pense que c'est un vrai enjeu, si on parle exactement de la même chose quand on parle de la théorie des modèles et de la pratique du modèle comme finalement comme analyseur de la production des connaissances. Précisément parce que la théorie des modèles en mathématiques est une théorie interne aux mathématiques. Or, quand on parle de modèles et d'opérations de modélisation, on extrapole à partir des pratiques des connaissances situées quelque chose qui est un opérateur philosophique. Donc, peut-être qu'il y a un usage de cet opérateur aussi dans une approche philosophique des mathématiques, mais peut-être aussi qu'il ne serait pas identique alors à ce que sont les modèles en tant que partie des théories mathématiques. Donc, ça, c'est une question que je pose comme, voilà, donc de quoi on parle. Nous, Mathias et moi, on a essayé de faire un travail effectivement, je ne dis pas philosophe pour dire les grands, pour sortir la grande artillerie, etc., hein, bien au contraire. Mais on a essayé de faire une analyse des démarches qui sont à l'œuvre dans certaines pratiques de construction de savoir. Donc, notre entre guillemets, concept de modèle fonctionne à l'intérieur de cette logique-là qui était notre finalité, notre téléologie immanente. Donc, il se peut tout à fait qu'il y ait des significations qui n'ont pas été incorporées, qui ne sont pas, voilà, qu'il n'y a pas lieu d'incorporer dans cette logique. Par contre, ce que je ne dirais pas est que notre attention, ou celle des intervenants de cette journée des autres, s'est concentrée uniquement sur l'aspect empirique de la modélisation, donc les modèles empiriques précisément, parce que la question n'est pas que les modèles dont on parle soient empiriques alors que les modèles mathématiques ne soient pas empiriques. Peut-être c'est tout simplement les mêmes mots ou des mots qui se rassemblent pour dire des choses différentes. Et aussi parce que je pense qu'il est très difficile
de voir à quelles conditions on pourrait dire, on pourrait utiliser de manière pertinente l'adjectif empirique. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que serait un bon usage du terme empirique, sinon précisément dans une analyse, encore une fois, de la connaissance, donc pas qui n'est pas à stricto sensu un secteur de la connaissance, mais une manière de l'interpréter, de la lire. Et nous, notre effort, précisément, la référence à Wittgenstein va un peu ou à Gilles Châtelet va un peu dans ce sens-là. On a essayé de faire en sorte que il n'y ait pas d'empirisme et que même les usages qu'on pourrait dire, on va voir, il faudrait voir à quelles conditions qu'on pourrait dire empirique de la modélisation ne tombe pas dans une idéologie empiriste précisément. C'est tout le sens de notre insistance sur la métexis quelque part. Donc, je ne dirais pas qu'on a utilisé les modèles empiriques, on a essayé de construire une réflexion sur la modélisation qui pour nous est un terme central précisément parce que ça permet comment dire, précisément démontrer la nature conceptuelle de certaines stratégies de connaissance. Alors, vous faites bien du temps, parce que je vois que le temps passe et il faut attention. Oui, mais j'ai fini tout de suite. Je voudrais simplement préciser, ce n'est pas la distinction pour moi modèle empirique, modèle mathématique. Ça n'a pas de sens, c'est pas ça. C'est qu'il y a une conception empirique de ce que c'est qu'un modèle et une conception mathématique qui, à mon avis, n'est pas empirique de ce que l'on peut appeler modèle. C'est pas du tout, voilà. Et qui est la conception mathématique qui est plus proche de que Dominique a avancé avec une connaissance axiomatique ou avec une connaissance conceptuelle ou une théorisation, on peut le prendre. Donc la distinction, elle n'est pas sur les modèles eux-mêmes, elle est sur dans quoi le modèle, dans quel type de dialectique le modèle est-il inséré. Voilà. Oui, mais de toute façon, on a quand même pris le parti, dont il avait déjà été question à d'autres occasions, de ne pas faire de la théorisation un synonyme d'axiomatisation ou d'hypothèse sous ces modèles-là. Donc, l'effort est aussi de voir à quelles conditions on peut faire émerger des conceptualisations et des théorisations. Alors, évidemment, quand on parle de la critique des modèles, à savoir des images computationnelles du vivant, par exemple, ou de l'intelligence, là, en effet, on se dit, c'est des images derrière lesquelles il n'y a pas une théorisation, il n'y a pas une conceptualisation. Il y a justement un usage incontrôlé et uniquement pragmatique ou affectif des images. Oui, des images, des métaphores, etc., etc. Mais ce n'est pas pour autant que pour sortir de là, en tout cas, il me semble difficile à réaliser en termes d'études du vivant, en termes de connaissances et du vivant. Ce n'est pas pour autant qu'on estime que la démarche hypothético-déductive ou axiomatique soit la seule vers laquelle on peut se diriger. Justement, l'usage qu'on essaye de faire du modèle essaye de voir si des conceptualisations sont possibles par un autre biais suivant une autre téléologie immanente quelque part. Après, j'arrête. Je crois qu'on a compris l'idée principale. Je suis obligé de te couper parce que je crois qu'il y a Franck après, on va devoir arrêter. Non, je vais être très bref. C'est juste, je trouve très juste effectivement la question d'interrogation finale de François. Je n'ai pas de réponse non plus. Simplement, je donnerai des. Par contre, je dirais que ce questionnement est ancien. Quand même deux choses concernant la jonction ou au contraire l'ignorance réciproque, théorie des modèles, épistémologie appliquée des modèles. En fait, il y a eu plusieurs tentatives d'utiliser la théorie mathématique des modèles, on en avait parlé tout à l'heure, pour expliquer la pratique dans les sciences appliquées et en ingénierie de la modélisation. Je pense à Patrick Stokes dès les années 60. Et il a une approche, il essaye d'appliquer les concepts de la théorie mathématique des modèles
pour dire c'est normal, ce que font les sciences empiriques, elles utilisent en fait ce qui est plus correctement mathématisé et théorisé en mathématiques. Alors ça a été très critiqué. D'une certaine manière, le texte de Badiou de 69 est une sorte de réaction par rapport à ça, et il rétablit une sorte effectivement de lien, en tout cas d'incommunicabilité de ce point de vue-là, chose qui n'est pas partagée, parce que les philosophes des modèles ensuite vont développer ce qu'on appelle, il y aura des philosophes des modèles dans les années 60, vont être des sémanticiens, il y aura une approche sémantique, c'est simplement à partir des années 90. En gros, je l'ai dit de manière un peu ironique dans ma thèse, il y a une approche syntaxique, il y a une approche sémantique, et toute personne qui a fait un peu de linguistique s'attendait à ce qu'il y ait ensuite une approche pragmatique. C'est ce qu'on a eu. Et donc, après, on a eu des approches matérialistes. Et donc, pour moi, c'était un peu le coup du fil blanc. Et c'est pour ça que j'ai un peu réagi de manière un peu critique par rapport à toute cette histoire qui était téléphonée, d'après moi, parce que ça dépendait d'une lecture linguisticiste, je remonte à Wittgenstein, mais avant, mais ça, c'est ma propre lecture des modèles, qui est quand même une approche réductrice pour moi. Deuxième chose, une autre, donc Patrick Soupes, et puis évidemment, DSU2PES. Il est mort récemment, c'est un philosophe des statistiques, de la probabilité, mais qui a également écrit je crois que c'est lui, qui a écrit sur des années 60 sur une approche sémantique des modèles, où il s'est pensé à la fois. Et quant au manque de théorie générale en théologie, si on regarde les écrits de Woodger, on parlait d'axiomatisation, le serviteur a pondu là-dessus de l'histoire de la biologie théorique, et dans Formaliser le vivant, vous avez une tentative de lutter contre la modélisation, qu'il vomissait déjà dès les années 1920, il y en a marre de laisser la parole aux statisticiens. C'est un petit peu la suite de Darcy Thompson. Il ne s'agit pas que la statistique nous interdise de comprendre, etc. Donc, cette réaction, elle est là dès le début, dès qu'il y a une certaine réussite de la solution darwinienne. Il y a très vite une réaction théorique qui essaye de dire non, on va pouvoir comprendre le vivant comme un tout. Ça, c'était le mantra contre les réductionnistes, les matérialistes comme Pauli, comme comment il s'appelait, enfin ceux qui avaient une vision matérialiste chimique de la physiologie dans les années 1900-1910 ont été critiqués par Rachevsky. Et Rachevsky, qui lui venait de la physique quantique, c'est un physicien, lui, il avait une très haute idée de la théorie, donc il refusait le mot de modèle, et il a refusé le mot de modèle très longtemps, Rachevsky. Et ça, je le montre jusque dans les années 60. Et Rachevsky, il y a un lien avec ce qui a été dit avec Warren McCulloch, parce que McCulloch, le célèbre article 43, McCulloch et Pitts, sur un calcul immanent d'avancée, etc., c'est dans la revue fondée par Rachevsky, Bulletin of Mathematical Biophysics. Et d'ailleurs, il y a eu un débat sur ce qu'on appelle Bulletin of Mathematical Biology ou Mathematical Biophysics. Et aujourd'hui, c'est une biophysique, c'est-à-dire les biophysiciens donc ont gagné, alors que, évidemment, c'était trop ambitieux de l'appeler Mathematical Biology. Donc Rachevsky a eu plusieurs étapes dans sa vie, si ça vous intéresse. Tout à l'heure, Véronique a cité plusieurs fois, et je m'en félicite, un chapitre d'elle très riche qui a été publié dans Matériologique, dans Le vivant critique et chaotique. Et le premier chapitre, donc, c'est un chapitre que j'ai écrit également à la demande de Nicolas Glade et Angélique Stéphanoux, où je rappelle effectivement toutes ces histoires des biologies théoriques du début du XXe siècle qui ont lutté contre les approches modélistiques, mais pied à pied, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de modèle, parce que sinon vous allez céder à la diversité, vous allez céder à la dispersion. Ce qu'on veut, c'est penser le vivant comme un tout. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans le processus vivant? Et aujourd'hui, vous avez des philosophes qui disent mais il n'y a pas qu'une seule manière d'être vivant. Donc à partir du moment où vous dites ça, où est la théorie de la vie? Donc vous avez Rachevsky, les époques de Rachevsky, vous avez avant Rachevsky, vous avez Woodger avec l'Axiomatic Method in Biology. Et là, ce sont des gens qui ont une idée très claire du fait qu'il ne faut pas faire de modèle. Et ils produisent quoi alors, finalement? Ah ben, tu verras. Oui, tu peux nous l'envoyer, ça c'est pas étonnant. Oui. Ben, je te l'envoie. Des choses très intéressantes. Ils produisent Rosen, notamment, un élève de Rachevsky, c'est Rosen. Mais Rosen, c'est la catégorie, des catégories. Robert Rosen, c'est le premier à lire MacLean, etc., et dire, au fait, Rachevsky, qui connaissait un peu les maths, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour théoriser von Neumann, parce que c'était déjà le début des approches computationnelles, et là, Rosen commençait à criser, en disant, mais attention, on va distinguer la structure et la fonction, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut avoir des automates autoreproducteurs? Est-ce qu'on peut avoir une approche catégorique des automates autoreproducteurs? Ça, c'est le premier article de Robert Rosen, 1958, dans le Bulletin of Mathematical Biophysics de Rachevsky. C'est là où on part. Est-ce que quelqu'un fait
intéressant, c'est parce qu'André connaît très bien Rosen. Même tu l'as rencontré, il me semble. En tout cas, dans les systèmes multiples à mémoire, elle le discute. Et je pense que ce qu'elle a développé dans les messes, justement, ça fournit éventuellement un modèle à la fin, mais ce n'est pas la théorie, où les messes ne sont pas qu'un modèle, c'est une théorie. Ouais. Et par contre, elle ne se donne pas sous la forme d'une axiomatique. C'est ça qui est intéressant. Et Rosen lui parle de la théorie de la modélisation, et pas au sens dégradé. Enfin, il y a toute la théorie des catégories derrière. En particulier, je te dis, la complexification, on pourra. Oui, non, mais elle n'a pas d'ordinateur, ce n'était pas là, c'est vrai. Je ne veux pas. Ça chauffait le oui, non, mais on ça, c'est passionnant. Peut-être il faut. On va arrêter, parce qu'il est tard. Je vois qu'il y a déjà une petite qui arrive avec Dominique. Faire des maths, voilà, de rentrer dans le même outil. C'est la relève, c'est le vivant. Elle arrive, elle est prête. Écoutez, en tout cas, un grand merci à tous, à toutes pour cette journée. Merci à Véronique et à Franck qui est encore là, il a écrit un livre, mettons là. Moi, j'ai écrit un livre. Ça fait 900 pages. Je vais vous citer. Non. Voilà, merci à François de nous avoir toléré une fois de plus. Mais voilà, on voit que c'est bien. Tout le monde envoie. Rappelle que tout le monde envoie les PDF. Je vais fermer d'ailleurs le téléphone. Voilà, je vais envoyer les PDF. Tout le monde, Véronique.